Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne qui fait que causer littérature. Nous allons raconter des histoires, connues ou écrites par notre ami Toutoulir. Ici, vous avez des personnages, on est là pour s'amuser. Et vous êtes bienvenus, même toi là-bas. Oui, toi, avec ta tête de poule. T'es bienvenu. Ici, nous racontons de tout. Nous avons des tas de sujets, nous parlons de tout ce qui pourrait gêner ceux qui sont en place. Bon, d'accord, il y en a qui pourraient nous traiter de complotistes, mais bon, on s'en fout. Allez. Vous êtes prêts? On va vous installer? Bah, nous, on est toujours prêts, de toute manière. Eh oui, comme l'a dit l'autre, ceux qui causaient juste à l'instant, c'était moi. Salutations à tous, amis Grégor de tous les coins. Ah. Alors, j'espère que vous allez bien, le soleil revient. Bon, bien sûr, comme le soleil revient, vous pouvez venir nous dire bonjour quand même, hein. Quand même, c'est important. Alors, voilà, c'est une chaîne où on raconte des histoires, comme je viens de dire. En ce moment, après cette histoire, on aura une histoire originale écrite par Toutoulir. Qui est Toutoulir? Bon, malheureusement, on n'a plus beaucoup sa tête qui demandine. Ce sera la clope. Désolé. Donc, Toutoulir, on n'a plus sa tête en ce moment, mais c'était dans les anciennes émissions, vous pouvez revoir sa tête. C'est le gentil Toutou qui écrit toutes les petites histoires. Donc, la prochaine fois, bientôt, dans pas longtemps, on aura une nouvelle histoire écrite par ces petits coussinets. Bon, bien sûr, faut pas trop le pousser, parce que sinon, il va pas être de bonne humeur. Donc, en ce moment, nous sommes dans la 3e ou 4e partie d'une histoire écrite par un auteur connu. Donc, voilà. C'est Stephen King, c'est La peau sur les os. J'espère que vous êtes bien, que vous aimez ce genre de petites douceurs. Voilà. Donc, je suis accompagné pour faire des voix féminines, parce que bon, moi, je suis pas assez féminé pour les faire. Takakura. Bon, d'abord, avant que Tatakura se présente, je vais d'abord faire ma parenthèse habituelle, parce que bon. Donc, nous sommes ici pour y raconter des histoires. Donc, il y a des personnages, et dans les histoires, il y a des personnages méchants, des personnages racistes, des personnages noirs, des personnages de n'importe quelle couleur. Donc, nous en avons rien à foutre un peu des woke. Nous sommes pas là. Ce personnage, c'est qu'un personnage, c'est tout. Donc, le personnage, la poule, est tout ce que vous pourriez détester. Il est tout. Ça, et le seul truc qu'il aime, c'est l'argent. Donc voilà. Donc c'est la poule. Donc on l'entend assez souvent dans les histoires. Mais bon, vous l'ignorez hein, si vous voulez. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est de mater. Donc sinon, on s'en fout. On n'a pas besoin de demander à la poule comment qu'elle va. Sinon, je suis accompagné de Takakura pour faire voilà. Alors, t'as fait quoi depuis? T'as été courir, j'espère. Alors, donc, Oh, ça y est, voilà la poule, c'est malin. donc pour rectification, déjà d'une, c'est vrai que je vous emmerde tous. Et deuxièmement, j'emmerde aussi les woke, sauf si elles sont bonnes. Ah ouais, les féministes, je vous emmerde aussi, sauf si vous êtes bonnes. Et les mecs, je vous emmerde aussi, sauf si vous êtes bons. Ça m'étonne pas de toi, la poule. Ah, putain de merde. Mais les mecs, je les accepte à partir de 26 cm minimum. Oui, parce Ça, qu'après, faut que ça fasse ta taille, quoi. Parce que t'es insignifiante, toi, t'es toute Ouais, petite. c'est ça. Et mais moi, Que ça j'aime fasse tes 26 les cm. gros calibres, je les prends par 5. Allez, voilà. Ah non, si, Bon. pas les chiffres pairs. Donc, je disais, oui, c'est vrai. Et donc, je suis pas ni méchante. C'est vrai que j'aime les billets. Mais je suis ni méchante. Ah, t'aimes les lingots et les diamants Je aussi. suis pas un personnage. Je suis la fondatrice de cette chaîne. Mon esclave Toutoulir. Par moment, quand je veux bien le laisser. Quoi? Pourquoi tu regardes comme ça, toi? Quand je veux bien le laisser. C'est quoi que t'as dans les mains, là? Bon, voilà. Ah, enfin, donc, il est temps. on était où? Oui, bah, moi, ça va. Mais ouais, le soleil est là. Ça faisait longtemps quand même. Les filles virevoltent. Oui, ça c'est plutôt moi qui parle d'habitude de mini-jupe et tout, mais Ouais, bon, mais je te prends de court. Non, tu me prends rien du tout. Ah si, de court. Hé. Les mini-jupes, on les aime courtes. Oh, ça y est. Ah, si elles s'en retirent facilement. Bon, on va exciter la poule, là. Je sais pas ce qu'elles font, les filles, en ce moment. Les fois, elles sont en bas en train de jouer au foot avec. Je sais pas avec quoi elles jouent au foot. Oh. Il y a un petit truc, une petite boule. Ça y est, maman, elle est tranquille pendant toute l'émission. On n'entendra pas la poule, vous devriez être contents, les gens. Oh, les filles, vous êtes ça, là. Vous jouez avec quoi, là? Vous jouez avec de la merde. Oh. Ouais, ta gueule. Bon, alors, voilà, donc nous allons en parler après de l'histoire que nous sommes en train de lire en ce moment. Donc, la deuxième partie est un prolongement de la première. Donc, si on racontait une histoire sur Blanche-Neige, ben, en deuxième partie, on parlerait des sorcières, peut-être.
Et la troisième partie, vous n'êtes pas obligé de venir l'écouter, vous pouvez rentrer chez vous. C'est pas la partie importante, si bien de cette émission. La partie importante, c'est le côté littéraire. Bon, la troisième partie, on vous dit un peu ce qu'on pense de cette société. Bon, on critique souvent, hein, faut dire ce qui est. Bon, certains pourraient nous traiter de complotistes. Moi, je me sens pas complotiste. Je fais qu'écouter des radios connues ou des chaînes de télé. Moi, je regarde, j'écouterai du tout d'autres. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce qu'on dit. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Mais bon, pour moi, on dit ce qu'on a à dire parce que au moins voilà, pour moi, ce qui me semble vérité, qu'il y ait des vérités de dites. Voilà, donc on verra à la fin pour en parler. Bon, allez. Donc la première partie, c'est La peau sur les os. Donc La peau sur les os, qui est écrite par Stephen King. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un mec, un énorme mec, qui arrête pas de se boulotter des tas de nourriture. Puis un jour, genre déjà, j'essaie de pas trop en dire parce que j'ai peur de raconter la suite. Oui, parce que bon, comme je l'ai déjà lu, donc j'essaie de pas être trop loin dans ce qu'on a déjà lu parce que je me souviens plus. Ah, je peux faire un résumé si tu veux. Hein. Ah, Un vas-y. jour, une racaille l'a touché. Vous savez, ces espèces de loques là qui profitent de la société. Vous savez, C'est bizarre, c'est pourquoi il moins que s'approche rien. de toi? C'est moins que rien. En plus, il a une gueule dégueulasse. C'est moins que rien. C'est ceux qui sont dans leur caravane de merde là qui nous font chier. Bon, je disais donc un jour, bon, là on va l'apprendre dans ce chapitre qui va pas tarder. Donc un jour, voilà, Bobonne, dans sa grande tendresse, tu fais un petit câlin dans sa bagnole, mais voilà, on apprend qu'il faut pas se distraire en voiture, pas de téléphone, pas de petite branlette, pas de musique, bon voilà. Du coup à cette époque-là, il n'y avait pas encore de téléphone, donc peut-être que il y avait que ça à faire quoi. Je m'amusais avec le manche, voilà. Le levier de vitesse. Voilà, donc du coup, voilà, il rentre dans une mamie. Et puis la mamie, c'est la fille d'un gitan. Et puis voilà, le gitan, à partir de là, il maudit le mec, il lui dit maigri. Et puis à partir de là, il maigrit. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire, parce que si j'ai peur d'en dire trop. Donc nous sommes à la, je sais plus, troisième ou quatrième partie. Au moins, on peut leur donner quelque chose. On peut dire que ils sont bons pour une chose. Ils font maigrir les gens. Et voilà, c'est peut-être utile jusqu'à la On mort. devrait les faire adhérer à des clubs de fitness. Donc moi, en tout cas, personnellement, si des malédictions, là, il n'aura pas maudit que lui. On va voir dans ces chapitres-là une autre malédiction. Moi, on en parlera à la fin. Qu'est-ce que vous préférez comme malédiction entre ces deux-là? Parce qu'il y en a, il y en a une troisième. C'est pas pour l'instant. Mais à la fin, on parlera de ce que vous préfériez entre ces deux malédictions. Bon, moi, personnellement, enfin, bon, voilà. Allez, on est parti pour la quatrième partie de La peau sur les os. Alors, installez-vous tranquillement. Il y a des voix. On perd souvent sa voix. Des moments, je rectifie Takakura parce que bon, il dit des trucs bizarres. Ces moments, je proteste parce que ce texte est mal traduit, donc du coup, voilà. Puis on dit n'importe quoi de temps en temps parce qu'on est là pour s'amuser. C'est même pas par manque de respect pour Stephen King, c'est parce qu'on est là pour s'amuser. Et puis on fait des voix. Donc on fait les seuls accents qu'on sait faire, c'est l'accent russe, allemand et l'accent africain. Non, aussi l'accent asiatique quand même. Donc C'est sûr, il y a sinon voilà. Allez, c'est parti. Chapitre 8. Le pantalon de Billy. Il se réveillait en sursaut, la poitrine haletante, une main plaquée en travers de la bouche. À côté de lui, Heidi dormait à poing fermé, enfui dans la couette en duvet. Il y en a, ils ont de la chance, hein, ouais. Dehors, une brise printanière murmurait dans le chéneau du toit. Alec jeta autour de lui un regard plein d'appréhension pour s'assurer que Michael Houston, ou son alter ego, version épouvantail, ne rôdait pas dans les parages. Oui, dans le chapitre précédent, on s'arrêtait sur un cauchemar, je le rappelle, parce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on raconte là? Donc, voilà, je le rappelle, parce que bon, est-ce que j'ai peur de raconter des détails? Donc, du coup, c'est pour ça que je fais gaffe dans mes résumés. Mais il ne vit que sa chambre, fille familière, jusqu'au moindre recoin. Le cauchemar se dissipait lentement, mais il avait encore assez de substance pour qu'il se rapproche, et voilà, il se rapprocha, mais bon, pour qu'il se rapprochât de Heidi. Bon, du coup, je fais la correction moi-même. Il eut soin de ne pas la toucher, sachant qu'il lui en fallait peu pour se réveiller. Il se plaça simplement de façon à sentir sa chaleur, et il lui déroba un coin de sa couette. Ce n'était qu'un rêve. Maigri! Croissa dans sa tête une voix implacable. Je suis pas psy. On t'a rien demandé, toi. Oui, Parce que tu viens à foutre ici, je sais pas pourquoi tu viens dire ça. Tu m'étonnes. Au bout d'un certain temps, il se rendormit. Debout! Debout, grosse feignasse! Heureusement qu'il t'a dit, tu as dit de la fermer, elle continue. Non, mais c'est ça qu'on n'a pas de cerveau, on comprend pas les mots. Oui. Le matin suivant, la balance de la salle de bain
annonçait 97 kilos. Et Alec reprit espoir. Il n'avait perdu qu'un petit kilo. Cocaïne ou pas, Houston avait vu juste. Le mouvement se ralentissait. Il descendit l'escalier en sifflotant et avala 3 œufs au plat et une demi-douzaine de petites saucisses. Oh! Tandis qu'il roulait en direction de la gare, des brides de son cauchemar lui revinrent. Mais ce n'étaient que des images flottantes dépourvues de réalité. Au moment où il passait devant le salon de coiffure, qui était pris en sandwich entre une charcuterie fine et un magasin de jouets qui vendait des ours en vraie peluche, il se risqua à pencher la tête au dehors. Il s'attendait presque à voir des zombies squelettiques, titubant lourdement sur les trottoirs de sa bourgade, cossus, magiquement changés en Biafra. Mais les passants avaient leur physionomie coutumière. Une physionomie florissante. Yard Stevens, qui n'avait rien perdu de sa corpulence, lui dressa un signe de la main. Alec lui rendit son salut en songeant. Yard, votre métabolisme vous enjoint de cesser de fumer. À cette idée, un embryon de sourire se dessina sur ses lèvres, et lorsqu'il débarqua à la gare de Grande Centrale, les derniers vestiges de son rêve s'étaient effacés de sa mémoire. Sa sérénité une fois retrouvée, Alec cessa de se peser, et il chassa complètement le problème de ses pensées pendant 4 jours entiers. Mais oh, ça t'arrive de bosser? Et puis, il manqua de peu être victime d'un incident des plus fâcheux. En pleine prétoire, alors qu'il plaidait devant Hilmer Boynton, un juge des référés qui était un redoutable pisse-vinaigre, une de ces gaffes imbéciles qui hantent les rêves des écoliers du primaire, Alex se leva pour présenter une objection, et il faillit perdre son pantalon. Il est crade celui-là! Il s'était à moitié dressé lorsqu'il le sentit glisser inexorablement le long de ses hanches et tomber en accordéon sur ses genoux. Encore plié, il se laissa immédiatement retomber sur sa chaise. Et dans un de ces accès de lucidité presque absolus, qui vous submergent parfois dans les moments critiques, il comprit que son geste avait dû faire l'effet d'une sorte de saut de kangourou maladroit. William Alec, avocat à la cour, va vous exécuter sa fameuse pirouette du petit lapin, et se sentit devenir cramoisi. C'est une objection, monsieur Alec, ou une simple poussée d'aérophagie. Il eut des ricanements dans les bancs du public qui, par bonheur, étaient très clairsemés. Non, ce n'est rien, monsieur le président, bredouilla Alec. Je me suis ravisé, c'est tout. Boynton poussa un grognement, et l'audience reprit. Alec n'en apercevait plus qu'un lointain brouhaha. Il restait vissé à son siège sur un gros scout et se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire pour se lever. Au bout d'un petit quart d'heure, le juge annonça une suspension d'audience. Alec resta assis au banc des avocats, en feignant de compulser Feignant, comme la poule. une liasse de documents. C'est ça! Boynton, oh les billets! Quand la salle fut à peu près vide, il se dressa, les 2 mains enfoncées dans les poches de sa veste, dans un geste qu'il espérait désinvolte et qui lui permettrait de maintenir son pantalon contre ses hanches. Il sortit dans le hall et gagna les toilettes. Lorsqu'il fut dans une stalle verrouillée, à l'abri des regards indiscrets, il ôta son veston et le pendit à la patère. Ensuite, il retira sa ceinture. Son pantalon, toujours boutonné, lui tomba sur les chevilles. Sa monnaie produisit un cliquetis assourdi quand les poches entrèrent en contact avec le carrelage. Il s'assit sur le siège des cabinets, leva la ceinture à la hauteur de ses yeux et l'examina pouce par pouce, en la déroulant comme un parchemin. Il y lut une histoire des plus inquiétantes. On va rester dans les chiottes? Ouais, comme t'en fais partie, du coup, on est obligé d'y rester.
C'était une ceinture en lézard que Linda lui avait offerte 2 ans plus tôt, à l'occasion de son anniversaire. À mesure qu'il avançait dans son examen, il sentit les battements de son cœur s'accélérer, et à la fin, ils s'affolèrent complètement. La ceinture était marquée d'une série de stries verticales aux endroits où la boucle en avait entamé le cuir. La plus profonde se trouvait juste après le premier cran. Linda l'avait choisie un peu trop petite, et il se souvenait de s'être dit à l'époque, avec un soupçon de dépit, qu'il ne pouvait quand même pas lui en vouloir d'avoir été trop optimiste. Malgré cela, il l'avait longtemps portée sans inconvénient notable. Tant qu'il n'essayait pas de la serrer au-delà du premier cran, tout allait bien. Et après avoir renoncé au tabac, il avait commencé à avoir du mal à la boucler. Ouais, la poule boucle là. Trop petite. Moi, j'ai pas ce genre de problème. Pauvre poupou. Elle a Oh, rien. c'est bon. Ouais, c'est sûr. Après avoir renoncé au tabac, et avant d'avoir écrasé la vieille gitane, car il y avait d'autres stries sur la ceinture, au 2e cran, au 4e, au 5e, et pour finir au 6e et dernier. Alec constata avec horreur que les entailles étaient de moins en moins marquées. La ceinture établissait un diagnostic autrement plus précis et sec que celui de Michael Houston. Non seulement il continuait à maigrir, mais son amaigrissement ne diminuait pas. Il s'était même accéléré. Il était arrivé au dernier cran de cette ceinture qu'il avait été sur le point de mettre discrètement au rencard moins de 2 mois auparavant, parce qu'il n'arrivait plus à la fermer. Et à présent, un 7e cran l'aurait bien arrangé. Mais il n'y avait pas de 7e cran. Il consulta sa montre. L'audience allait reprendre d'un instant à l'autre. Mais il se fichait éperdument de savoir si le juge Boyton allait se décider ou non à homologuer ce satané testament. Burke, Homo, c'est encore un truc de tapette, ça. Il avait des problèmes autrement importants à résoudre. Alec tendit l'oreille pour pas entendre la poule. Pas un bruit. Voilà, pas un bruit. Les toilettes étaient désertes. Il remonta son pantalon et sortit de la stalle en le maintenant d'une main. Il se campa devant un des miroirs muraux qui surmontaient la rangée du lavabo, laissa retomber le pantalon sur ses chevilles et souleva la poule, les pans de sa chemise afin de mieux apercevoir ce ventre qui jusqu'à ces temps derniers avait été pour lui une source de misère. Il laissa échapper un gémissement et quoique à peine audible, il valait tous les hurlements du monde. Il n'y avait plus de moyen de s'abuser. L'évidence était trop aveuglante. La modeste brioche qui avait remplacé sa grosse bedaine avait disparu sans laisser de traces. Et la poule, du coup, On pourrait aller mater de la polish. ouais. Mais avec vos histoires, on va te voir tu mec, là. Ah, t'aimes ça, Toujours hein? les mecs. Non, j'adore. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. C'est ça. Même dans cette posture grotesque, avec son pantalon à ses pieds et sa chemise relevée sur son gilet boutonné, c'était patent. Bien sûr, on peut toujours déguiser un fait brut en usant de toutes sortes d'arguties. C'est la première chose qu'on apprend quand on débute dans la profession d'avocat. Mais l'analogie qui s'imposa à l'esprit de Halleck était 1000 fois plus persuasive que la réalité elle-même. Elle avait l'air d'un petit garçon qui s'est affublé du costume de son père. Et tandis qu'il était planté dans cette absurde tenue, face à sa rangée de lavabo, une voix d'enfant aux accents hystériques se mit à lui piailler dans la tête. Oh, t'as mis un bourgeon brûlé. Faut que je me fasse une fausse moustache. Ah, tiens, tu prends cette poule pour te faire une moustache. Son regard se posa sur le pantalon qui formait un petit tas informe autour de ses chevilles et les chaussettes de nylon noir qui masquaient aux 3/4 ses mollets poilus, et un rire aigre s'étrangla dans sa gorge. Dans cet instant soudain, il y croyait intégralement. Le Tzigane lui avait jeté un sort. Oui, mais il ne s'agissait nullement d'un cancer. Le cancer aurait été un châtiment trop doux et trop expéditif.
C'était quelque chose de bien pire, dont l'ampleur ne se révélerait que progressivement. À présent, il lui semblait entendre la voix d'un chef de train qui beuglait Prochain arrêt, anorexia, 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 nervosa, tout le monde descend. Il sentait qu'un cri lui montait dans la gorge, un cri qui résonnerait comme un éclat de rire, à moi que ce ne fût l'inverse. Et qu'est-ce que ça a changé, d'ailleurs? À qui en parlait? Heidi? Elle croit que je perds les pédales. Regarde, il en voilà une de pédale. T'inquiète, Et je voilà. consolerai ta famille. Vas-y, laisse ton pantalon baissé, j'arrive. Oh, ça y est. N'importe quoi. Il avait toute sa tête, pourtant. Il ne s'était jamais senti aussi lucide de sa vie. Soudain, quelqu'un poussa brutalement la porte des toilettes. Alex se réfugia précipitamment dans la stalle et ferma le verrou. Son cœur battait à grands coups. Billy! C'était la voix de John Parker, son assistant. Je suis là. Oh, mais vraiment, hein, pourquoi tu craches des poules, là? T'es dégueulasse, Alec. Boyton ne va pas tarder à revenir. Quelque chose ne va pas? Billy ferma les yeux. Tout. Oh, tout va bien. Oh, très bien. Oh, oui. Oh, c'est accusé, ça arrive aussi. Dit-il. Vous avez vraiment de l'aérophagie? Des ennuis du Le problème de côté la réophagie, c'est que ça sort pas par le cul, Alec. Hein. La réophagie, ça sort plutôt par le haut. Hein. C'est des hockey, hein, mais bon. Ouais, c'est plutôt des que des. Mais bon, voilà quoi. Tu les sors par le cul, toi. Tu les sors par le cul. Oh. Bon, pardon. Oh. Oh, du côté du bide, ça ne va pas fort, en effet. Juste une envie de caguer pressante. J'en ai que pour une minute. Ah bon? Parker s'en alla. Alec était omnibulé par sa ceinture. Il ne pouvait décemment pas paraître devant le juge Boyton avec ses deux mains enfoncées dans les poches de son veston. Qu'est-ce qu'il allait faire? Bon Dieu! Tout d'un coup, il pensa à son couteau. Ce bon vieux couteau suisse à lame multiple qu'il avait toujours soin de retirer de sa poche avant de se peser. Jadis, au temps où les gitans n'étaient pas encore passés par Fairview. Qu'est-ce que vous aviez besoin de venir nous emmerder, bande d'abrutis? Pourquoi n'êtes-vous pas plutôt allé, je sais pas moi, à Westport ou à Stratford? C'est vrai ça. Il sortit son couteau et usa de la laine pour percer un septième trou dans la ceinture. Il avait des bords irréguliers, n'était guère saillant à l'œil, mais il faisait son office. Alec remit sa ceinture et il la boucla. Ensuite, il enfila son veston et il ressortit de la stalle. Envoie le couteau. Ça va finir. Attends, il y a quoi dans les toilettes là? Oh, putain. Ah, bah tu restes dans les chiottes, nous on s'en va. Ouais. Ça va. Bon, j'arriverai après quand j'aurai fini mon chocolat. Pour la première fois, il était conscient du léger foufou que les gens de son pantalon produisaient, en frottant ses mollets trop grêles. Il éprouva un regain d'embarras, accompagné d'une sensation cuisante dans les oreilles. Oh! Est-ce que les gens s'en aperçoivent? Se demanda-t-il. Ils ont bien dû remarquer que je nageais dans mes vêtements. Est-ce qu'ils font semblant de ne rien voir? Est-ce qu'ils jasent? Il se passa de l'eau froide sur la figure et sortit des toilettes. Il franchit le seuil de la salle d'audience au moment précis où Boyton faisait son entrée. Il gratifia Billy d'un regard venimeux. Billy esquissa un geste d'excuse, mais le magistrat resta debout. Les excuses, manifestement, ne l'intéressaient pas. L'audience reprit son rond. Billy parvint, Dieu sait comment, à terminer sa journée sans encombre. Ce soir-là, quand Linda et Eddie furent toutes deux endormies, il se glissa dans la salle de bain et monta sur la balance. Il resta longtemps à fixer le cadran
incrédule, les yeux écarquillés. Il était tombé à 88 kilos. Lolo. Chapitre 9. 85 kilos. Le lendemain, Alex alla s'acheter des vêtements. Il fit cela dans une espèce de fièvre, comme si la possession d'habits neufs aurait pu suffire à tout arranger. Il acheta aussi une autre ceinture, pareille à la première, mais plus petite de deux pointures. Il s'était rendu compte que les gens avaient cessé de le complimenter sur sa perte de poids. Depuis quand? Il n'aurait su le dire. Il mettait ses vêtements neufs, partait à son travail, rentrait à la maison. Il buvait plus que de raison et au repas, il se forçait à reprendre de tout. Il avait constamment l'estomac lourd. Au bout d'une semaine, ses vêtements neufs avaient cessé d'être saillants. Il s'était mis à flotter à leur tour. Il s'approcha de la balance de la salle de bain. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'il en avait les tempes battantes et la tête douloureuse. Et comme il allait s'en apercevoir par la suite, il se mordait les lèvres jusqu'au sang. Dans son esprit, l'image de la balance se teintait désormais d'une terreur enfantine. C'était un gnome malfaisant, c'est moi le gnome, qui lui empoisonnait la vie. Oh, salut. Il resta pétrifié devant elle pendant 3 bonnes minutes. Allez, viens, monte sur moi. Ah, pas de problème. Les dents plantées dans sa lèvre inférieure. Oh, vas-y, viens, insensible à la douleur. Et au goût salé de sang. Oh, vas-y, qu'il envahissait la bouche. Bah, il a tellement faim qu'il se bouffe. Ouais, fais gaffe parce qu'il t'a repéré. Ouais. Vas-y, mange-la moi, elle est tellement Oh, grosse la mienne. ça y est. C'est malin. C'est des conneries. C'était le soir. Ouais. Dans la Voilà. ferme. Au rez-de-chaussée, Linda regardait la télé et Eddie faisait ses comptes de la semaine sur le Commodore du bureau. Il prit son élan, comme pour sauter, et monta sur le plateau. 85 kilos. Il sentit son estomac qui chavirait et se mettait à tourbillonner sur lui-même. Et l'espace d'un instant, angoissant, il lui apparut impossible de se retenir de vomir. Oh, vas-y, j'ouvre la bouche. Oh, Il y en a toujours un. Faites-moi de place. Oh. Non, bon, vas-y, vomis-moi dessus. Putain, merde. non. Il lutta désespérément pour ne pas restituer son dîner, ces précieux aliments, ces calories saines et chaudes dont il avait tant besoin. Finalement, sa nausée se calma. Il abaissa son regard sur le cadran. L'écho lointain des paroles de Eddie lui résonnait dans la tête. Cette balance est déréglée, à la hausse, comme tu l'as toujours soutenu. Il se souvenait que Michael Houston lui avait dit qu'à 98 kilos, il faisait encore 13 kilos de trop par rapport à son poids optimal. Oh, plus maintenant, mon petit Mike. Ah, songea-t-il avec accablement. Car maintenant, j'ai la ligne. Oh mince, pardon. En descendant de la balance, il s'aperçut qu'il était en quelque sorte soulagé. Le soulagement était de la même nature que celui que peut éprouver un condamné à mort en voyant à minuit moins une le directeur de la prison et le prêtre se présenter à la porte de la cellule. Il sait que sa fin est venue, que la grâce du gouverneur ne tombera plus, ça rime tout ça, qu'il ne reste plus que quelques ultimes rites à accomplir et adieu. Si c'est donc vrai! Si Billy essayait de parler de ce qui lui arrivait, on le prendrait pour un fou ou pour un mauvais plaisant qui croyait encore aux malédictions gitanes. Et si tant est que quelqu'un y ait jamais cru. Dans un monde où l'on peut voir les centaines de Marines américains revenir du Liban dans des petites boîtes où des détenus de l'IROS se laissaient littéralement mourir de faim, entre autres douteuses merveilles, les sortilèges et les envoûtements sont désespérément surannés. Mais pourtant c'était vrai. Alec avait tué la femme du vieux Zigan au nez pourrissant et son partenaire de golf occasionnel, ce bon vieux plotter de nichons de Kerry Washington, l'avait laissé filer sans même lui infliger une peine de principe. Donc, le Zigan avait décidé de faire sa justice lui-même et de châtier à sa façon l'éminent et ventripotent citoyen de Fairview dont la femme avait mal choisi son jour pour lui faire sa première et unique branlette au volant. Eh oh, moi j'en ai pas eu de ça.
Elle trouve pas. Ah, j'ai un trou sinon. Ah, ça alors. Cool. Une manière de rendre la justice dont un homme comme son ami Finley aurait sans doute apprécié le caractère éminent moral. Alec éteignit la lumière de la salle de bain, et il descendit l'escalier en songeant aux condamnés que l'on mène au supplice. Non, pas de bandeau, mon père. Mais vous auriez pas une clope? Eh oh, j'en veux une de balle. Tu veux pas de clope? Parce qu'il demandait une clope. Ouais, bah, la balle. La clope. Eh, c'est toi la trou de balle. Eh, non, c'est vrai. Ah, c'est ça. L'idée lui arracha un pâle sourire. Eddie était assise à son bureau, face à l'écran allumé du Commodore. Les factures étaient empilées à sa gauche. Et le chéquier de la marine, Midland Bank, posé debout au sommet du clavier, comme une partition sur son pupitre. Le spectacle avait rien d'insolite. Elle faisait cela une fois par mois, après tout. Mais aucune colonne de chiffres ne défilait sur l'écran, et Heidi n'avait pas rempli un seul chèque. Elle restait simplement assise là, une cigarette entre les doigts, et quand elle se retourna vers lui, puis lui lut telle une détresse dans ses yeux, qu'il fut choqué presque physiquement. À nouveau, il pensa à la perception sélective, cette façon qu'a l'esprit humain de se fabriquer des œillères pour ne pas voir ce qui lui dérange. Comme la ceinture qu'on serre de plus en plus, pour retenir un pantalon ridiculement trop grand, autour d'une taille qui rétrécit sans cesse, les grands cernes bistres qui s'étalaient sous les yeux de votre femme. Oh, la question angoissée sur ses yeux vous pose, Eh oui, je maigris toujours. déclara-t-il. Oh, Billy! Fit Heidi, en exhalant un long soupir tremblant. Mais elle s'était légèrement rassérénée. Alex supposa qu'elle était heureuse que le problème soit évoqué ouvertement. Elle n'avait pas osé lui en parler, de même qu'au bureau il ne s'était trouvé personne pour lui dire « Avec vos nippes qui pendouillent, on va finir par croire que vous vous habillez au puce, mon petit Billy. En fait, vous n'auriez pas une grosseur à laine, une enflure dans les ganglions? Hein? Si vous aviez attrapé un petit cancer, une grosse tumeur bien noire et bien juteuse, lovée tout au fond de vos tripes comme un champignon pourrissant qui vous ronge peu à peu. Ça m'excite. Oh non, dans ces cas-là, personne ne vous dit rien. On vous laisse vous dépatouiller tout seul. Un beau jour, en plein tribunal, alors que vous vous dressez pour crier. Objection, votre mur! Elle est bizarre, Oh, la voix d'Odile. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça devait être, bon, voilà, quoi. Dans le plus pur style Perry Mason. Voilà que votre pantalon tombe. Il n'y en a pas un pour ouvrir sa gueule. Eh oui, fit-il encore. En refrénant un rire gêné. Et combien as-tu perdu? Oh, si la balance ne ment pas, je ne pèse plus que 80. Cinq. Devine. Ah. 80. Oh, c'est bon, hein, dis, gros tas! Ouais, bah, au moins, Non. il va être content. Moi, je fais que 85 kilos! Oh mon dieu! You're fucking... Ah, oui. Hein? Pas moi, hein. Je suis con, Oh, toi, dégage! Ouais, voilà. Enfin, on est tranquille. Il va plus nous emmerder pour tout le reste. De la tête. Il désigna le paquet de vintage. Oh, je peux t'en prendre une? Si tu veux, oui, Billy. Il ne faut pas en parler. Non, il ne faut pas parler de ça, Linda. Pas un mot, tu m'entends? Ah, pas la peine. Fit Alec en allumant la cigarette. La première bouffée l'étourdit un peu, mais la sensation n'était pas désagréable. Il aimait mieux ce léger tournis que l'espèce d'horrible hébétude qui s'était abattue sur lui, au moment où les écailles lui tombaient des yeux. Ah, elle sait, continua-t-il. C'est écrit sur sa figure. La figure de Linda me disait tout le temps que je maigrissais toujours. Mais je viens seulement de le comprendre. Il faut que tu retournes voir Houston, dit Eddie. Elle avait l'air terrifiée.
mais ses yeux n'étaient plus brouillés par ce mélange confus de doute et de tristesse que Billy y avait perçu quelques instants plus tôt. Les examens métaboliques. Écoute, dis, commença Billy, mais il laissa sa phrase en suspens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Il avait été à deux doigts de lui parler, de tout lui dire, mais quelque chose l'en dissuada. Et il ne fut jamais certain de ce que c'était au juste. La seule chose certaine était que l'espace d'un bref instant, tandis qu'il était assis, une fesse posée sur un coin du bureau, l'autre dans Sur la la bouche tête de de la la poule? Ah bah non, on va manger sur sa tête, mais bon, c'est dans sa C'est bouche. ça! face à Eddie, une de ses cigarettes à la main, avec le son étouffé de la télé qui leur parvenait de la pièce voisine, il avait éprouvé envers elle une bouffée de haine meurtrière. Le souvenir de ce qui s'était passé dans les instants qui avaient précédé la collision fatale lui était brusquement revenu. Il revoyait tout avec une précision hallucinante. Eddie se levait contre lui, lui entourait l'épaule de son bras gauche, et puis... Oh, on s'en fout, on veut pas avoir de crade! Avant même qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, elle lui ouvrit la braguette. Tiens, regarde la poule. Il sentait ses doigts s'insinuer dans l'ouverture. Il les sentait qui s'introduisaient dans la fente de son caleçon avec une surprenante dextérité. Autant la puberté le travaillait encore, Billy Halleck avait quelquefois parcouru, les mains moites et les yeux un peu exorbités, de ces ouvrages que les garçons de son âge désignaient sous le nom de chatouille-bites. Les dits chatouille-bites comportaient bon nombre de scènes où des jeunes personnes qui avaient la chatte en feu saisissaient entre leurs doigts experts le membre raidi d'un miroton quelconque. Ce n'était que de la pornographie de bas étage, du tout juste bonne à alimenter les rêveries érotiques de Potache Nigo. Mais voilà qu'à présent, c'était Heidi, sa propre femme, qui saisissait son membre raidi entre ses doigts experts et qui se mettait à le branler, nom d'un petit bonhomme. Nom d'un petit bonhomme, mais nom d'un petit bonhomme, regarde la poule. Oh, Toi, t'as jamais ces trucs-là. mon calibre est trop gros pour qu'une femme puisse le prendre entre ses doigts. Ah bon, il lui avait jeté un regard effaré. Elle avait aux lèvres un sourire vaguement aigriard. Oh, Eddie, qu'est-ce qui te... Chut, tais-toi. Quel mot j'avais pu le piquer? Jamais Alec ne lui avait vu faire un geste semblable, et il aurait juré qu'elle en était incapable. Pourtant, elle l'avait fait, et c'est pendant qu'elle faisait cela que la vieille gitane avait soudain... Mais non, mais si elle veut du membre, la gonzesse, qu'elle vienne me voir. Et voilà, on est toujours cassé les couilles dans un bon moment par une vieille gitane qui vient... Ah, je suis sûr que la poule a dû aussi mettre sa tête. Moi aussi, j'en veux. Puis voilà, alors ils sont rentrés dans la vieille. Ouais. Sois donc honnête. Puisque les écailles te tombent des yeux, autant qu'elles tombent jusqu'au bout. Tu ne crois pas? À quoi bon te mentir? Le temps n'est plus au faux semblant. Regarde les faits en face. Bon, va pour les faits alors. Le fait était que le geste inopiné de Heidi l'avait extraordinairement excité. D'autant plus excité sans doute que rien ne le laissait prévoir. Il avait posé sa main droite sur sa cuisse, elle avait retroussé sa jupe, découvrant sa petite culotte. Une petite culotte en nylon jaune, dégueulasse, rigoureusement ordinaire, qui jusque-là ne l'avait jamais fait de moindre effet. Mais à présent, elle l'émoustillait beaucoup, à moins que ce n'ait été le geste qu'elle avait eu pour retrousser sa jupe. Ça non plus, elle ne l'avait jamais fait. Le fait est que son attention avait été déviée de sa conduite à 85% environ, quoique ça n'aurait dû poser aucun problème. En semaine, les rues de Fairview étaient très calmes, et même carrément somnolentes. Dans un univers parallèle, et ne serait sans doute rien arrivé, mais par malheur, Alec n'était pas dans un univers parallèle, mais dans cet univers-là. Le fait était que la vieille gitane, emmerdeuse, n'avait pas jailli d'entre deux voitures à l'arrêt. Elle avait bien surgi d'entre les deux voitures, mais à une allure plus que modérée. Elle marchait tranquillement, tenant au bout d'une main déformée par l'âge et picotée de taches de son
un filet à provisions semblable à ceux que les Anglaises prennent pour aller faire leurs emplettes dans la grande rue du village. Le filet de la gitane était plein, et Alec se souvenait nettement d'avoir discerné un paquet de détergent de la marque Nude. Elle n'avait pas regardé avant de traverser. Cela au moins était vrai, mais le fait décisif était que Alec ne roulait pas à plus de 55 à l'heure, et que l'Oldsmobile se trouvait à près de 50 mètres de la vieille femme lorsqu'elle avait pris pied sur la chaussée. Si Alec avait eu toute sa maîtrise de soi, il aurait largement eu le temps de freiner. Mais le fait était qu'il était à 2 doigts d'éjaculer. Et quasiment... Oh, vas-y, sors, j'avale. Non, la poule, laisse-moi lire. C'est vrai ça, Oh, je pas besoin de t'entendre. Et quasiment omnibulé par le spectacle de la main qui allait et venait sur son sexe érigé. La main de Eddie exerçait une pression variable, activait son mouvement, le diminuait, l'activait à nouveau, l'arrêtait, Putain, mais quel gros dégueulasse, Stephen King, il le insiste. Hein. reprenait brusquement. Et la jouissance qu'elle lui procurait était d'une violence indicible. Il avait eu des réflexes lamentablement lents. Sa réaction avait été infiniment trop tardive. Et lorsque le choc s'était produit, Oh, yeah. la main de Heidi s'était refermée comme un crampon, stoppant net son éjaculation et faisant naître en lui un mélange de volupté et de douleur aussi inévitable qu'atroce. Tel était l'effet. Oui, mais attendez un peu, les copains. Minute, papillon! On n'allait quand même pas s'arrêter en si bon chemin, car, n'est-ce pas, il restait encore 2 faits à considérer. Le premier de ces 2 faits était que si Eddie n'avait pas choisi ce jour précis pour faire ses premiers pas dans l'art de la masturbation motorisée, Alec aurait été en possession de toutes ses facultés. Il se serait comporté en conducteur responsable, et l'Oldsmobile se serait arrêté à 1 mètre de la vieille femme, dans un affreux hurlement de frein qui aurait fait sursauter les jeunes mamans, et les jeunes mamans qui poussaient leur landau dans les allées du jardin municipal. Il aurait pu crier vous ne pouvez pas faire attention, non, à la vieille gitane qui l'aurait regardé avec des yeux écarquillés par la frayeur et l'incompréhension. Ouais, on va pas faire un plat qu'il ait écrabouillé, ce parasite. Eh, quoi? Que je ne veux pas de malédiction, hein? Ouais, regarde. Elle aurait continué à traverser en trottinant, et Heidi l'aurait regardé s'éloigner, leur cœur battant un grand coup dans leur poitrine. Heidi aurait peut-être fait une crise de larmes à cause du sac du supermarché dont le contenu s'était répandu à l'arrière, et du tapis de sol qu'il allait falloir récurer. Mais ça n'aurait pas été plus grave que ça. Il n'y aurait pas eu de convocation au tribunal et aucun tzigane au nez pourrissant ne serait venu attendre Gilly devant le palais de justice pour lui caresser la joue et lui jeter un sort en lui murmurant ce mot terrible. C'était le premier des 2 faits concomitants. Pouf. Et le second, qui déroulait logiquement du premier, était que la responsabilité de tout ce qui était arrivé pouvait être directement imputée à Heidi. Oui, tout était arrivé par sa faute. Billy ne lui avait rien demandé, il ne lui avait pas dit... C'est-à-dire, tu lui as rien demandé, mais tu l'as laissé continuer, t'étais en train de prendre ton pied, hein. Eh, si tu me faisais une petite parlette sur le chemin du retour, Eddie, ça fait 5 kilomètres, tu auras largement le temps. Alors, il aurait dit ça, mais non, il a été tout gentil, lui. Ouais, c'est vrai, ça. Non, elle avait fait cela de son propre mouvement, et avec un sens de l'à-propos qui le laissait pour le moins à désirer. Oui, c'était elle la coupable, mais comme le vieux tzigane n'avait aucun moyen de le savoir, c'était sur Alec que la malédiction était tombée. Alec avait maigri de près de 30 kilos, Ivy avait simplement de grands cernes bruns sous les yeux et une mine de papier mâché, mais ça n'allait pas la tuer, n'est-ce pas? Oh non, ce n'était pas elle que le tzigane avait touché. C'est ainsi qu'il laissa s'enfuir le moment où il aurait pu lui confesser ses terreurs, où il aurait tout simplement pu lui dire Eddie, je crois qu'on m'a jeté un sort, et que c'est pour ça que je maigris.
Et ce bloc de haine absolue qui avait jailli de son subconscient, comme projeté par quelques grossières catapultes, s'évanouit avec lui. Il lui avait dit « Écoute, Eddie. »« Et elle, en épouse obéissante, lui avait répondu. »« Quoi, Billy ?»« C'est bon, je vais retourner voir Houston. » lâcha-t-il alors qu'il s'apprêtait à dire tout le contraire. « Demande-lui de faire les arrangements pour les examens du métabolisme, comme disait Albert Einstein. Et après tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Oh, Billy !» s'écria Heidi en lui ouvrant les bras. Il s'y jeta et comme il trouvait cette étreinte réconfortante, il eut honte de la haine brûlante qu'il venait d'éprouver pour elle. Pourtant, les jours suivants, tandis que le printemps de Fairview se muait en été avec sa nonchalance coutumière et très BCBG, la haine lui revint par bouffées, à intervalles de plus en plus fréquents, et avec une force de plus en plus irrépressible. Chapitre bras torse. Chapitre 10. 80 kilos. Le passage de Alec en clinique pour une série d'examens visant à mesurer l'intensité de son métabolisme fut arrangé par le truchement de Houston. Celui-ci parut nettement moins optimiste après que Alec lui informé qu'il avait continué à perdre régulièrement du poids et qu'en fait, il pesait à présent 13 kilos de moins que lorsqu'il s'était vu pour la dernière fois. Houston le rappela 3 heures plus tard pour lui indiquer la date du rendez-vous et lui donner toutes les précisions nécessaires. Il y a encore des chances que nous trouvions une explication parfaitement naturelle à ce qui vous arrive, dit-il, et Alex sut aussitôt à quoi s'en tenir. Auparavant, dans l'esprit de Houston, l'explication naturelle allait de soi, mais désormais elle relevait de la pure hypothèse. Alec émit un grognement sceptique, et il baissa les yeux sur son absence de ventre. Il n'aurait jamais cru qu'il en viendrait un jour à regretter cette boîte à ragoût tellement protébulante qu'elle l'obligeait à se pencher en avant pour voir si ses souliers avaient besoin d'un coup de brosse. Surtout, si on lui avait dit ça, alors qu'il montait un escalier au lendemain d'un dîner un peu trop arrosé, cramponné à la poignée de son attache-caisse, oh le front emperlé de grosses gouttes de sueur. Oh, moi j'ai le front emperlé de gouttes d'autre chose. Oh, putain. Certain que c'était ce jour-là que son cœur allait lâcher, sentant déjà la douleur fulgurante monter de sa poitrine en lui paralysant le bras gauche. Et pourtant, sa bedaine lui manquait bel et bien. Hein? Elle a du goût, la femelle. Bizarrement, il lui semblait que sa perte l'avait privé d'une présence amicale. Et que pourrait donc être cette explication parfaitement naturelle? Demanda-t-il à Houston. Oh, ça, ce sont les collègues de la clinique qui vous le diront, dit Houston. Enfin, j'espère. La clinique Glassman, où Houston avait pris rendez-vous pour Alec, était un petit établissement privé de New Jersey. Les examens nécessitaient une hospitalisation de 72 heures, et lorsque Houston lui indiqua le montant approximatif de ses frais de séjour et lui soumit le détail des examens qu'on prévoyait de lui faire subir, Alec se félicita d'avoir souscrit à une assurance maladie qui le couvrait intégralement. Oh. Non, il n'a pas changé. Envoyez-moi une carte postale pour me souhaiter un prompt rétablissement, dit-il d'une voix funèbre avant de raccrocher. Durant la semaine qui précéda son entrée en clinique, dont la date avait été fixée au 12 mai, le dépérissement de Alec se poursuivit. Et il lutta de toutes ses forces contre la panique qui minait peu à peu sa détermination à ne pas perdre la face.
Il se bourrait avec acharnement, buté dans une espérance aveugle. Un soir à dîner, alors qu'il venait d'engloutir trois énormes portions de côtelettes aux pommes. Ce qui me dérange, c'est que j'espère que c'est aux pommes de terre, hein, parce que si c'est des côtelettes aux pommes, ça me donne moins envie. Mais bon, des côtelettes aux pommes et reprenez pour la semaine, non, ça doit être aux pommes, puisqu'après il parle de purée. Donc, des côtelettes aux pommes, ça m'intéresse moins. Et reprenez pour la seconde fois de la purée de pommes de terre arrosée de jus bien épais. Linda leva les yeux sur lui et dit, d'un air embarrassé. Eh papa, tu maigris trop. Si tu suis un régime, il serait peut-être temps de l'arrêter. Est-ce que j'ai l'air d'être au régime? Fit Alec en pointant sur son assiette sa fourchette dégoulinante de sauce. Il n'y avait pas le moindre soupçon de dureté dans sa voix, mais le visage de Linda se chiffonna, et tout à coup elle repoussa sa chaise et s'enfuit aux larmes. Sa serviette dépliée se plaquée sur ses yeux. Alec et Heidi se regardèrent, l'air aussi accablé que l'autre. Quand les parents fondent, les enfants trinquent. Songea sottement Alec. Je vais lui parler. Dit-il en faisant mine de se lever. Si tu t'approches d'elle avec cette tête-là, elle va avoir affreusement peur. Objecta Heidi, et sentit une nouvelle vague de haine sauvage déferler en lui. 84 kilos, 82, 81, 80. On aurait dit un grand dessinateur invisible. Le tigane au nez putréfié. L'effacer progressivement à l'aide d'une gomme surnaturelle. Quand avait-il pesé 80 kilos pour la dernière fois? À l'université? Non, ça devait remonter à la fin de ses études secondaires, au cours d'une de ses insomnies, et il en souffrit quasiment chaque nuit entre le 5 et le 12 mai. Il s'était souvenu d'un article sur le vaudou qu'il avait lu naguère dans une revue quelconque. D'après l'auteur du dit article, le vaudou opérait que parce que la victime de l'envoûtement y croyait dur comme fer. Bref, ça n'avait rien de surnaturel. Tout s'expliquait par l'autosuggestion. Peut-être que Houston avait raison, se disait-il. Peut-être que je me fais mentalement maigrir. Le vieux tzigane m'a fait germer cette idée dans le crâne, et maintenant je ne peux plus m'arrêter. Je devrais en faire un livre, tiens. Le secret gitan de la minceur. Il battrait sûrement tous les records. Vente. Mais sa voix intérieure lui objectait que, dans ce cas précis, cette explication du sortilège par l'autosuggestion ne valait pas un clou. Le tzigane le tzigane t'a simplement dit « Maigri !» Elle ne t'a pas dit pas les pouvoirs qui me sont confiés. Je vous condamne à maigrir en 3 ou 5 kilos par semaine, jusqu'à ce que mort s'en suive. ni Sur le tutu, sa peau pointue, il te faudra bientôt une nouvelle ceinture, sous peine d'en être réduit à plaider en caleçon à rayures. Tiens, pouf. Alors. Enfin quoi, Billy? C'est vrai, je parlais comme ça. Enfin quoi, Billy, avant de te mettre à maigrir, tu ne te souvenais même pas de ce qu'il t'avait dit. Justement, c'était peut-être d'autant plus efficace que je l'avais enfui au fond de mon inconscience. Ripostait Alec, et la discussion se poursuivit à perte de vue, mais à supposer que ce soit vraiment purement psychologique, qu'il se suggestionnait vraiment lui-même à maigrir. La question de savoir ce qu'il allait bien pouvoir faire continuait à se poser. Comment se défendre? Pouvait-il se faire regrossir de la même façon? Peut-être qu'il pourrait aller consulter un hypnotiseur ou un psychiatre, carrément. Les psychiatres ont tous étudié l'hypnotisme.
Le psychiatre n'aurait qu'à l'endormir et à lui instiller une suggestion profonde suivante, laquelle le maléfice du tzigane était désormais inopérant. Peut-être que ça marcherait, mais quelque chose lui disait que ça ne marcherait pas. Le 10 mai au soir, soit 2 jours avant son entrée en clinique, alors que Billy était debout sur la balance, fixant d'un œil lugubre le cadran qui annonçait 88, je regarde bien le poids parce que 80 kilos, tout rond, il lui vint une idée. Elle jaillit soudain à la surface de son crâne, comme le font souvent les pensées qui ont macéré pendant des jours et des semaines dans les profondeurs glauques du subconscient. Oh. L'idée était que la personne à qui il devait vraiment s'ouvrir de terreurs absurdes qui le hantaient était le juge Kerry Rossington. Rossington avait un peu trop tendance à laisser traîner ses mains partout quand il était peinté, mais à jeun, c'était un type compréhensif et même plutôt bon goût. Enfin, relativement. En outre, il n'était pas du genre à bavarder. Bien sûr, il n'était pas exclu que lors d'une soirée un peu arrosée et à Fairview, chaque soir, après 9 heures, il y avait obligatoirement quelque part des gens qui s'assemblaient pour picoler, pêcher des olives dans des martinis et éventuellement tripoter les seins des femmes des autres. C'était une constance aussi immuable que les grandes lois de la physique universelle. Le lever du soleil à l'est, le coucher du soleil à l'ouest, le retour de la comète de Halley. Il se laissa aller à claudiquer, non, c'est quoi ce mot bizarre encore, à clabauder sur ce pauvre Alec qui nageait en plein délire paranoïaque et ne figurait que des gitans l'avaient envoûté. Mais Billy présumait que Rossington y regarderait à 2 fois avant de vendre la mèche à ce sujet, même quand il aurait eu un coup dans l'aile. Oh, bien sûr, sa coopération n'avait été entachée d'aucune illégalité flagrante. Il n'y avait eu ni subordination de témoins, ni destruction volontaire de preuves. Mais ça n'en était pas moins un cas de collision d'intérêt patent, digne de figurer dans les manuels. Rossington était un vieux requin qui avait assez nagé en eau trouble pour savoir qu'il y avait des moments où il vaut mieux ne pas faire trop de vagues. Après tout, sait-on jamais, quelqu'un aurait pu lui demander comment il se faisait qu'il ne soit pas dessaisi spontanément de l'affaire et s'il trouvait normal que le policier chargé de l'enquête n'ait pas jugé bon de soumettre Alec à l'alcotest après avoir constaté qu'il était l'auteur de l'accident. Washington s'était bien gardé de soulever ce lièvre au cours de l'audience et le procès verbal aurait fait apparaître d'autres lacunes du même genre. Oui, Alec était persuadé qu'il ne risquerait rien à confier au juge Rossington au juge Rossington aussi longtemps, du moins, que l'incident ne serait pas effacé de toutes les mémoires. J'aime bien les juges. Ça a du pouvoir et du pognon. Ce qui prendrait 5 ans, peut-être 7. Mais Alec ne se soucie guère de ce qui se passerait dans 5 ans. Ses préoccupations ont été plus immédiates. Pardon, je prends un peu d'eau parce que je vais bientôt faire une voix qui dure des heures. Pardon si vous entendez. Pardon, reprenons. C'était plus immédiate. Au rythme où il maigrissait, il aurait l'air d'un rescapé de Mauthausen avant la fin de l'été. Il se rhabilla à la hâte, descendit au rez-de-chaussée et prit un blouson en toile dans la penderie de l'entrée. On l'entendit Eddie sortir de la cuisine. Ah non, en l'entendant, Eddie sortit de la cuisine. Où vas-tu? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Hein? Non, mince, interrogea-t-elle. Faire un tour, mentit-il. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est Leda Rosington qui vint lui ouvrir. Et à sa façon de le regarder, on aurait pu croire qu'elle ne l'avait jamais vu de sa vie. Le plafonnier de l'entrée, éclairé par derrière, soulignant la finesse aristocratique de ses pommettes, un peu trop saillantes, la sévérité du chignon qui retenait ses cheveux noirs où apparaissait de première une touche de blanc.
D'argent, corrigea mentalement Billy. Leda est bien trop distinguée pour avoir des cheveux banalement blancs. Voilà. Et l'élégance de sa robe vert tilleul, une petite robe toute simple, signée Christian Dior, qui n'avait pas dû coûter plus de 15 cents. Oh là, Franchement, que je suis là, je suis mais pas c'est pour me parce, reposer les yeux, je devrais suivre, moi. mais c'est parce que c'est changement de page. Et les fins de Pardon les gens, hein, d'habitude je le corrige, mais là, comme je suis pas le texte, non, mais les fins de phrase sont. N'avait pas reprenons. dû coûter plus de 500 $. Le regard interloqué de Leda fit naître en Alec un embarras considérable. Aurais-je maigré au point d'en être méconnaissable se demanda-t-il. Mais, pour paranoïaque qu'il fût devenu ces derniers temps au sujet de son aspect physique, il avait du mal à le croire. Il avait le visage creusé de nouvelles rides aux angles de la bouche et de grosses poches blafardes sous les yeux qui trahissaient le manque de sommeil. Mais à part cela, il avait toujours sa bonne vieille boule de Billy Alec. D'ailleurs, le faux réverbère qui éclairait le jardinet de devant des Rosington, réplique d'un bec de gaz new-yorkais en fer forgé des années 1880, attaché par correspondance à la maison Horshaw, 687 $ port en sus, Oh, porc! En sus? Oh, n'importe quoi. Oh. ne diffusait qu'une lumière incertaine, et Alec portait un blouson qui masquait ses formes, si bien que Leda ne pouvait vraisemblablement pas discerner à quel point il avait minci. Hein, Leda, c'est Billy, Billy Alec. Oh! Bizarre, pourquoi elle dit on... Ah non, non. Oui, non, je crois qu'elle avait dit, elle avait dit entrée merde, oui, bien sûr. Bonsoir, Billy. Envie mégère. Mais sa main, à demi fermée, restait suspendue dans l'air, juste au-dessus du menton, dans un geste qui exprimait un mélange de perplexité et d'indécision. En dépit de ses 59 ans, Leda avait un visage quasi lisse. Elle Un, ressemble au vieux Pruneau, quand un même. visage aussi lisse que celui d'une adolescente. Ouah, Par contre, les liftings successifs n'avaient guère eu d'effet sur la peau de son cou, qui était flasque et presque aussi pendante que le fanon d'un iguane. ouais. Oh, peut-être qu'elle est saoule, se dit-il. Ou alors, l'image de Houston, occupé à se bourrer méthodiquement le nez de poudre blanche, se forma brièvement dans sa tête. Leda Rosington se calmait. Oh, difficile de croire cela d'une femme qui annonce froidement à 200 atouts alors qu'elle a un jeu franchement douteux et qui réussit un petit chelem. Et là-dessus, la vérité lui apparut. Elle a peur. Elle est à bout. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça pourrait être en rapport avec ce qui m'arrive? C'était idiot, bien sûr. Et néanmoins, il brûlait d'envie de savoir pourquoi Leda Washington serrait les lèvres autant de fois avec autant de force. Pourquoi elle avait sous les yeux des poches presque aussi livides et gonflées que les siennes, bien visibles en dépit de l'éclairage déficient, et du coûteux fond de teint qui les rend estompés. Pourquoi sa main, qui à présent triturait machinalement le col de sa robe, Christian Dior, était agitée d'un imperceptible tremblement. Narita, Ressington et Billy se dévisagèrent dans un silence total pendant peut-être 15 secondes, ce quoi ils se mirent à parler simultanément. Non. Leda, c'est Carrick. Oh, car il est absent, Billy, là. Elle s'interrompit, et Billy lui fit signe de continuer. Oh, il a dû partir au Minnesota. Sa sœur est gravement malade, Tiens, c'est curieux ça, dit Alec. car il se trouve que Carrie n'a pas de sœur. Leda eut un sourire.
Elle comptait, sans doute salopard, tu m'as gouané, espèce de trou. Oh, tu m'as gouané, espèce de trou du cul, je vais te... Oh! Elle comptait sans doute produire un de ces sourires poliment navrés que les gens bien élevés adressent à quelqu'un qui vient de proférer une incongruité involontaire. Mais elle rata son coup. Ses lèvres s'écartèrent, mais le résultat tenait plus du rictus que du sourire distingué. Oh, je parlais d'une sœur. Oh, tout cela a bien été éprouvant pour moi. Pour Carrie aussi, et pour moi d'ailleurs. Je voulais dire son frère, le frère de Carrie. Oh, Leda, Carrie est fils unique. Oh, tu me fais chier maintenant, hein. Ah, c'est vrai, laisse la belle madame tranquille. T'es bonne, toi. Dis. Oh, toi tu veux du pognon, ça se voit. Oh, n'importe quoi. Dit Alec d'une voix douce. On s'est raconté nos vies un jour, qu'on avait un peu trop bu. Ah, c'était un après-midi à Astur. Un lounge. Ouais, c'est le nom d'un endroit. Lunch. Il doit y avoir 4 ans de ça. Il a de bonne mémoire en Le plus. bar a été détruit par un incendie quelque temps après. À sa place, il y a maintenant un magasin qui vend des fringues et des colifets. Colichés Ouais, c'est bien ce qui me semblait. pour amateurs de rock. Il s'appelle le Roi Jaune. Ah, n'importe quoi, comme si... C'est là que ma fille achète ses blue jeans. Je la préfère sans. Oh, putain, grosse dégueulasse. Il ignorait ce qui le poussait à jacasser comme cela. Il lui semblait confusément que c'était peut-être une bonne manière de mettre Leda à l'aise. Et puis, dans la lumière indécise, il discerna la trace brillante d'une larme unique qui s'échappait de l'œil droit de Leda Rosington et coulait le long de sa joue. Le bord de sa paupière gauche brillait aussi. Il perdit le fil de son discours et se tut brusquement. Leda scia par 2 fois son œil gauche, déborda, et une deuxième larme luisante, coula le long de son autre joue. Ta-ta-tam, Oh, allez-vous, Jean. ta-ta-tam. Oh. Alors, tu vas dire dit-elle. C'était long. Dit-elle. Hein, quand même. Oh. Ah, non, c'était pas moi. Ouais, voilà. Partez, Billy. Oh, vous voulez bien? Inutile de me poser des questions. Oh, je ne vous répondrai pas. Alec la regarda attentivement. Sous les larmes qui lui brouillaient les yeux, il discerna une certaine inflexibilité. Elle était fermement décidée à ne rien lui dire sur le sort de Carrie. Alors, mue par une impulsion subite, qu'il aurait eu bien du mal à s'expliquer, sans la moindre idée de l'effet que son geste allait produire, il abaissa la fermeture éclair de son pantalon, Oh. de son blouson, Merde, c'est bon. et en écarta légèrement les pans, comme un exhibitionniste qui ouvre soudain le manteau au-dessus duquel il est nu. Leda étouffa une exclamation de surprise. « Oh, regardez-moi, lui dit-il. « J'ai perdu plus de 30 kilos. Vous m'entendez? 30 kilos. Je peux vous prendre comme une bête maintenant. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Hein? Quoi? Cracha-t-elle d'une voix rauque et sourde. Son visage était devenu d'une pâleur cireuse, sur laquelle les rayons de rouge se détachaient, comme les ronds écarlates sur les joues d'un clown. Une souffrance sans nom lui emplissait les yeux. Une grimace horrifiée lui retroussait les lèvres, découvrant ses dents trop parfaites et trop blanches. Rien, Dit Alec. mais il faut que je parle à Carrie. Écartant toujours les pans de son blouson, il gravit la première marche de l'escalier de la véranda, C'est vrai qu'il faut que je lui parle. songeait-il. J'en suis sûr à présent. Je vous en prie, Leda, dites-moi où il est. Vraiment, il n'est pas là. Fais gaffe, il va finir par te bouffer la vieille. Elle répondit à cette question par une autre question qui fit l'effet d'un coup de poing à Billy.
Le souffle coupé, il chercha la rampe à tâtons et s'y agrippa d'une main tremblante. Leda venait de dire « Oh, ce sont les gitans qui vous ont fait ça !» Il réussit enfin à faire entrer un peu d'air dans son pharynx contracté. L'air pénétra de ses poumons avec une espèce de gainement assourdi. Ouais, Carrie, là. Répondez-moi d'abord, ce sont les gitans? Ils avaient enfin trouvé... non, c'est la narration. Il avait enfin trouvé l'occasion de parler de sa hantise à quelqu'un, et s'aperçut que ce n'était pas si évident que ça. Il avala sa salive ainsi que la poule avec difficulté. Puis, il hocha la tête. Oui. Dit-il. Je crois qu'ils m'ont jeté un sort. Ou quelque chose comme ça. Non, pas quelque chose comme ça. Ajouta-t-il après une brève pause. Ne tournons pas autour du pot. Du pot de Oh, mayonnaise. vas-y. Ils m'ont jeté un sort. Oh, point. Je crois que je suis victime d'une malédiction anticane. C'est bon, anticane dans un pot de mayonnaise. Il s'attendait presque à ce que Leda, Washington, éclate d'un rire perçant. Dans ses rêves, dans ses conjectures, c'était toujours aussi ainsi que les gens réagissaient lorsqu'il leur faisait cet aveu. Mais Leda se contenta de baisser la tête, et ses épaules s'affaissèrent. Elle donnait une telle image de détresse et d'abattement que Bélie éprouva envers elle un élan de compassion poignant, malgré la terreur qui s'était à nouveau réveillée en lui. Il monta les 2 autres marches, de l'escalier et de la véranda, et lui posa une main sur le bras avec beaucoup de douceur. Et lorsqu'elle releva la tête, Alouette? il eut dans ses yeux une haine tellement incandescente qu'il en fut estomaqué. Il recula vivement, va des rétro Satanas, les paupières papillonnantes, et s'il ne s'était pas retenu une extrémiste à l'arme à balustrade de la véranda, il aurait dégringolé l'escalier et atterri le cul sur la poule et les gravillons de l'allée. Oh, dommage. Je te serais tombé dessus, c'est dommage. Le visage de Leda exprimait la même sorte de haine sans mélange que celle qu'il avait brièvement éprouvée vis-à-vis de Eddie l'autre soir. Et il était à la fois éberlué et effrayé d'être l'objet d'une haine aussi violente de sa part. C'est votre faute! Cracha-t-elle. Tout cela est arrivé à cause de vous. Pourquoi a-t-il fallu que vous renversiez cette vieille grognasse, hein? Tout ça est votre faute, sale con! Comment tu te laisses faire par l'intendant? Alec la regarda avec de grands yeux. Grognasse? Sale con? Songea-t-il avec une espèce d'hébétitude. Qui aurait cru que Leda Washington pourrait oser un jour d'un vocabulaire pareil? Ensuite, il se dit... Non, Leda. Vous vous trompez. C'est la faute de Eddie, pas la mienne. Et Eddie va bien. Elle se porte comme un charme. Elle est fraîche comme un gardon. Oh, Burke! Trempée dans la mayonnaise. Oh. Elle a bon pied, bon œil. Et elle pète là. Là-dessus, le visage de Leda Washington se rasséréna brusquement. Elle considéra Alec avec cette expression de politesse distante qui lui était habituelle. « Entrez donc !» lui dit-elle. Elle lui servit un martini, Burke qui lui avait réclamé, dans un verre qui était d'une telle taille nettement supérieure à la normale, avec 2 olives et 2 petits oignons brochés au bout d'un bâtonnet mélangeur en forme de rapière minuscule. La rapière était dorée, ou bien peut-être même en or massif, et le martini bien tassé. Mais Alec n'en était pas mécontent. Ses libations des 3 dernières semaines lui avaient pourtant enseigné qu'il fallait y aller doucement avec l'alcool, sous peine d'être complètement rétabli. Sa résistance à la boisson avait diminué en même temps que son poids. Il avalait une solide lampée du martini et ferma les yeux avec gratitude en sentant le bienfaisante chaleur. Pourquoi t'as pas eu de verre, la poule? C'est dommage, hein, qui lui envahissait l'estomac. Gin, merveilleux gin, c'est riche en calories, se dit-il. J'en veux du gin, hein. Je dois m'habiller. Ah, l'humour de la poule, alors.
Oh, c'est vrai que Carrie est dans le Minnesota, dit Leda d'une voix sans timbre en s'asseyant en face de Billy, son propre martini à la main. Le verre était encore plus plein que celui qu'elle lui avait servi. Mais il n'y est pas allé pour raison familiale. Il s'est fait admettre à la clinique mayonnaise. Clinique Maya? Maya? Ah, mais... Il s'est persuadé qu'il s'agit d'un cancer, continua-t-elle. Mike Houston lui a rien trouvé. Il est allé consulter le dermatologue les plus réputés de New York, et ils ont fait chou blanc aussi. Il n'a rien, absolument rien. Mais il est quand même persuadé qu'il s'agit d'un cancer. Vous savez, au début, il a cru que c'était un herpès. Il s'était mis en tête que c'était moi qui lui avais ramené ça à force de coucher avec n'importe qui. Alec baissa les yeux avec embarras, mais il aurait pu s'en abstenir. Le regard de Leda allait se perdre quelque part au-delà de son épaule droite, et on aurait dit qu'elle parlait au mur. Elle buvait son martini à petites gorgées, et le niveau de son verre baissait régulièrement. Il a mis un bon moment avant de se décider à me lancer cette accusation. Et quand il l'a fait, je lui ai ri au nez. Je lui ai dit, Carrie, si tu crois que cette chose est un herpès, ça veut dire que tu t'y connais un peu près aussi bien en maladies vénériennes que moi en mécanique quantique. Je n'aurais pas dû rire, évidemment, mais c'était une façon de détendre un peu l'atmosphère, si vous voulez, et de masquer mon inquiétude. Non, pas mon inquiétude, ma terreur. Mike Houston lui a prescrit une quantité de pommades et de révulsifs qui n'ont eu aucun effet. Ensuite, il lui a prescrit des séries d'injections qui n'ont pas eu plus de résultats. C'est moi qui me suis souvenu de ce vieux tzigane au nez décomposé au Burke. Oh non. Pendant le week-end qui a suivi votre comparution, nous sommes allés à la braderie de Rountree. Ce vieux bonhomme a brusquement surgi de la foule et il l'a touché. Il a touché Kerry. C'est bon. Toi dégage. Bon. Et il lui a effleuré le village de ses doigts et il lui a murmuré quelque chose. Quoi? Kerry n'a rien voulu me dire. Je l'ai interrogé sur le moment, je lui ai reposé la question plus tard, quand ça a commencé à s'étendre, mais il se bornait à secouer la tête. Alec avala sa deuxième gorgée de martini, au moment précis où Leda Rosington reposait son verre vide sur la table à café. Il s'est mis en tête qu'il s'agissait d'un cancer. Continua-t-elle. Le cancer de la peau, ça se soigne, vous comprenez? C'est curable dans 9 cas sur 10. Je sais comment Carrie fonctionne. Ce serait curieux que je ne sache pas au bout de 25 ans de vie commune. 25 ans à le regarder trôner à son pupitre, puis faire des placements dans l'immobilier, se bourrer la gueule et faire notre placement dans l'immobilier, poursuivre les femmes des autres de ses assiduités, et faire encore des placements dans l'immobilier. Merde! Quelquefois, je me demande ce que je dirais en guise d'oraison funèbre si on m'injectait une dose de patotane 1 heure avant son enterrement. J'imagine que ça donnerait à peu près Carrie achète des hectares et des hectares de bonnes terres sur lesquelles s'érigent à présent des centres commerciaux géants. Il a dégrafé bien des soutiens-gorge et accusé bien des bouteilles de White Tucker, ayant de faire de moi une riche veuve. J'ai passé les meilleures années de ma vie avec lui, et ça m'a valu foutrement plus de manteaux de vison que d'orgasmes. Alors foutons le camp d'ici et allons faire la brinque dans une boîte bien crapuleuse. Au bout d'un moment, il se trouvera peut-être quelqu'un d'assez saoul pour oublier que je me suis fait tirer ma foutue peau 3 fois, 2 fois à Mexico et 1 fois en Allemagne, et pour dégrafer mon putain de soutien-gorge. Merde, qu'est-ce qui me prend de vous raconter des choses pareilles? Vous aussi, vous appartenez à cette race d'hommes qui sont tout juste bons à tirer un coup en vitesse. Gouiller une remise de peine, et vociférer sur les gradins à stade. Je bois un petit martini. Elle s'était remise à pleurer. Alec avait compris que le verre qu'elle venait de vider n'était pas loin. Il s'en fallait son premier de la joie de la soirée. Elle se tortilla avec gêne. Monsieur Tortilla, c'est un mec.
Ouais, t'as dit elle. Alors Oh, c'est il. oh, pourquoi je dis elle? Il se tortilla avec gêne dans son fauteuil et avala une nouvelle lampée de martini. La chaleur qui lui envahit l'estomac avait quelque chose de suspect. Car il est persuadé qu'il s'agit d'un cancer de la peau, parce que, pour rien au monde, oh, il ne voudrait admettre qu'on puisse l'avoir envoûté. Les sortilèges ziganes, pour lui, ce n'est que de la sotte superstition, ridiculement vieux jeu, du surnaturel de bazar, comme dans les mauvais romans d'horreur de l'époque victorienne. Oh, mais moi je voyais quelque chose tout au fond de ses yeux, Billy. Oh, je l'ai vu bien des fois ces derniers 30 jours, le soir surtout. Chaque soir, oh, je le voyais un peu plus clairement. Oh, je crois que c'est en partie pour cela que Carrie s'est enfui d'ici, vous savez. Oh, parce qu'il voyait ce que je voyais. Oh, ça. Oh, vous voulez un autre martini? Billy secoua pesamment la tête et il la suivit du regard tandis qu'elle se dirigeait vers le bar pour se servir un autre verre. Il constata que les martinis que préparait Leda étaient de l'espèce la plus rudimentaire. La poule, elle doit être bourrée parce qu'elle l'entend plus. Elle doit en avoir bu trop. N'importe quoi. Voilà. T'es bonne, toi. Ah, ça y est. Elle se borna à remplir son verre de gin à ras-bord et d'ajouter 2 olives. En coulant les olives, laissèrent traîner 2 bulles jumelles dans leur sillage. Alec était assis à l'autre extrémité de la pièce, et même à cette distance, l'odeur du gin parvenait à ses narines. Qu'avait donc Carrie Rosington? De quel mal souffrait-il? Au fond, Alec ne tenait pas tant que ça à le savoir. Apparemment, Houston n'avait pas établi de lien entre son propre cas et celui de Rosington. Et d'ailleurs, pourquoi l'aurait-il fait? Il ne savait rien de l'histoire des Gitans. Et puis Houston se bombardait régulièrement la cervelle avec de grosses torpilles blanches. Leda revint s'asseoir en face de lui. Oh, s'il m'appelle pour m'annoncer son retour, je pars en Floride. Annonça-t-elle d'une voix tranquille. Nous avons une maison dans l'île de Captiva. Oh, il y fait une chaleur d'enfer à cette époque de l'année. Mais quand je suis suffisamment imbibé de gin, je deviens sensible à la température. Je ne pourrais plus supporter d'être seul avec lui. Oh, pourtant je l'aime encore, enfin, à ma façon. Mais être seul avec lui, oh non, ça non, oh non, je ne pourrais plus, oh. Quand je l'imagine là dans le lit voisin, oh bah on pensait qu'il pourrait, oh non, qu'il pourrait me toucher, oh bah. Oh, je l'aime, déjà. Elle frissonna, et quelques gouttes de gin s'échappèrent de son verre. Oh, je le rattrape. Elle vida le reste d'un trait, et elle émit un ronflement sonore, pareil à celui d'un cheval qui s'ébroue Voilà. en sortant la tête de la préfare. Putain, ouais. De quoi souffre Carrie? Leda. Que lui est-il arrivé? Quoi? Vous ne savez pas? Mais mon cher Billy, je croyais que quelqu'un vous l'avait dit. Alec lui fit un signe de dénégation. Qui aurait pu le lui dire d'ailleurs? Il lui pousse des écailles, au burk. Dit Leda. Oh, le corps de Carrie se couvre d'écailles. Oh, burk et burk et burk. Billy la regarda bouche bée. Elle grimaça un sourire et elle secoua imperceptiblement la tête. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Sa peau mue. Son épiderme devient squameuse. On pourra bientôt l'exhiber dans les foires et l'étudier dans les laboratoires en tant que spécimen d'involution monstrueuse. Il est en train de se transformer en poisson ou en saurien. Ah, Ça pourrait être pire, hein. Devenir un Pax. Un pot. Oh, un pax. Tu sais même pas parler la poule, c'est pas un pax que tu as voulu dire, ça veut dire un pas comme moi. C'est ce que tu as voulu dire. Ouais. Ouais, voilà, c'est parce qu'il me semblait, j'ai eu peur. Ouais. Parce que ça veut rien dire ce que tu dis maintenant, la poule. Ça veut que t'as picolé trop de gin, toi. Un pax comme moi. Ouais. Bah si, je suis pas de ça. Ouais, si tu veux. Elle éclata soudain d'un rire strident, anormalement saccadé, et Alex sentit son sang se glacer dans ses veines.
et il eut la sensation de froid redoutable. Hein? D'un froid redoutable. Il a eu la sensation d'un froid redoutable, mais bon, quoi que si ça peut se dire, hein, de froid redoutable, mais non, ça peut Il a passer. la sensation de froid redoutable. Ah non, mais non, c'est même pas redoutable, je suis même pas. Ça, non, mais non, il a eu la sensation de froid, le froid redoublant, mais non, par contre, ça veut plus rien dire. Il y a un truc qui va pas dans ce texte. Mais enfin, c'est pas moi qui ai fait la traduction, tout. Elle ira probablement en Floride. De toute façon, si elle reste à Fairview, elle est bonne pour la camisole de force. Oh oui, ça ne fait pas un pli. Leda se plaqua les deux mains sur la bouche et elle s'excusa, comme si elle venait d'éructer ou de vomir, Oh, bah, et non d'éclater de rire. Alec, incapable d'articuler un mot, se borna à hocher la tête. Ensuite, il se hissa sur ses pieds et alla se préparer un deuxième martini. En fin de compte, ta gueule la poule. En fin de compte, la batterie est en train de diminuer, alors j'aimerais bien que l'émission soit finie avant qu'il n'y ait plus de batterie. Pardon. En fin de compte, il en avait bien besoin. Et comme il lui semblait que Leda Rossington s'exprimait avec plus de facilité à présent qu'il lui tournait le dos, il fait exprès de s'attarder au bar. Tiens, tant qu'il est, serre-moi. Ah, Ouais, tu rêves. Ouais, c'est Odile qui devrait te répondre d'ailleurs, t'ignores. Voilà pour la première partie que je ferai. C'est la première partie de l'émission, mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop ennuyé. Donc, comme malédiction, vous préférez vous transformer en dino, en poisson, ou mourir de maigrissure? Bon, moi, je me dis que bon, tu meurs pas si tu te transformes en gueule de dinosaure, mais C'est bon. ce que j'allais dire, faut voir s'il en meurt ou pas, parce que bon, faut voir jusqu'à... Non, il n'y a pas l'air, parce que bon, je raconte pas la suite, mais bon. Donc, voilà, c'est... Bon, après, bien sûr, ça peut être méga gênant, parce que bon, faut voir comment sont ses croûtes, enfin, un croûte, tumeur, enfin, je sais pas trop quoi qu'il a sur le... En tout cas, quand on revoit le film, il ressemble vraiment à quelque chose de... Voilà, mais bon. En tout cas, je sais pas si dans le livre, on le sait, je me souviens plus trop si la description est bien faite, mais en tout cas, voilà. Donc, allez, on va attaquer la deuxième partie qui parle des malédictions. Donc, voilà, on va raconter quelques malédictions. Alors, on continue à vous installer. Donc, les Templiers. vous causez de n'importe quoi. De temps plié. Ah, je te jure. Ah, pauvre poule. Société secrète, avec trésor caché. Attends, quoi, je veux les rencontrer. Devenu plus puissant que le Vatican, que la royauté, bah, ils ont fini par gêner, quoi. Bon, la poule, tu fais quoi? Rien, Ouais, il est où le trésor? ah, c'est ce qui me semblait. Donc, le pape et les rois d'Europe, pour une fois, se mettent d'accord de tous les massacres. À cette époque, l'Europe était vraiment l'Europe. Enfin. Puis, on s'occupa du grand maître Jacques de Molay. Il doit être cramé sur l'île des Juifs. Ah non, mais ça va, depuis quand ils ont l'oreille? Donc, avant de servir de combustible pour une brochette partie, le gars lance à la foule qu'il maudit ceux qui ont tué tous ses frères sur plusieurs générations. Oh ouais. Quelques semaines ou mois plus tard, le roi, le pape et l'inquisiteur y passent. Puis d'autres au fil du temps. Coïncidence? À vous de voir. Mais les Templiers et l'histoire qui les concerne, ça c'est cool. Alors, il y a des tas de choses à apprendre. Alors, allez apprendre. Hein, je vais pas tout vous raconter. Non mais ça va, il se prend pour un prof. Bah non, j'allais dire que je voulais pas tout raconter. La trilogie Poltergeist, de très bons films. Poltergeist, qui veut dire esprit frappeur. Ça y est, il se fait son cinage. Ouais, t'aurais peur de regarder. Dans l'intervalle des films, des choses se sont produites. 4 personnes meurent. Un technicien, en interview, affirmera avoir utilisé de vrais squelettes. Serait-ce la cause? J'aime bien dans le film. Il y a un bouillon de cadavres, un moment. Non mais la poule, t'as fini de raconter le film, là, les gens qui l'ont pas vu, ils vont être dégoûtés de savoir que dans la piscine qu'ils fabriquent, il y a des cadavres qui sortent du sous-le-sol. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait, qu'on fait les cubes magiques, là, les knorrs, j'adore, là. Bon, allez, c'est dur à dire, là, je veux dire un mot judaïque, on va me traiter d'antisémite parce que je vais mal le dire. Yosef, Dayan, rabbin dans son rabbin de son état. Donc, Yosef, Davan, je sais pas trop si, ou Dayan, je sais pas trop comment que ça dit, je parle pas hébreu. Voilà. Ah, ça y est, qui a échappé au Messie. Oh, ça y est. Et voilà, moi, on va me traiter d'antisémite et puis la poule fait pire. D'extrême droite, royaliste, oui, il y a l'air d'avoir de l'extrême droite là-bas. Maintenant, je me répète 2 fois d'ailleurs. Il a maudit un président d'Israël.
Comme quoi, leur politique est trop douce envers les Palestiniens. Bah, du coup, 2 présidents meurent mystérieusement. Le dernier en date, Ariel Sharon. Quoi, que deux? Mais il est pas très balèze comme sorcier. Et puis, s'il est aussi balèze, il pourrait directement maudire les Palestiniens. Ouais, cette malédiction un peu... Bon, ça aurait été amusant que ça aurait fait plus de monde à mourir. Ça serait vraiment posé des questions, là, c'est... Se pose pas autant de questions, donc bon, voilà, quoi. Bon, voilà, c'est une Et c'est malédiction. pour ça que depuis, les dirigeants de l'État d'Israël sont plus virulents Ouais, ça doit être ça, ouais. envers les Palestiniens parce qu'ils ont peur d'être atteints par Ah, voilà, la malédiction. malédiction... Donc du coup, bah ils se disent bon bah faut qu'on soit méchant avec les Palestiniens. Bon, Sinon, il on me va semble mourir. que Sharon, ça fait un moment qui est passé quand même. Depuis, ils sont aussi cruels, les Israéliens. Bon, enfin, bon. Voilà, donc on va attaquer la troisième partie. Peut-être Donc pas du avec leur coup, peuple. Je sais pas. Est-ce que Sharon, je sais pas s'il était non, mais voilà, virulent aussi avec les Israéliens ou pas. je me dis que si ce rabbin était vraiment aussi bon, bah, il aurait fait en sorte de maudire la Palestine plutôt que Ah, c'est sûr que ça aurait été plus vite. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette deuxième partie. Bon, tant qu'il y aura des malédictions à raconter, j'en raconterai. Bon, elles paraissent courtes, mais bon, malheureusement, c'est dur à trouver des malédictions. Il y en a pas des milliards. Voilà, voilà. Donc, on va attaquer la troisième partie. Donc, à partir de là, vous pouvez vous casser, hein, si ça vous plaît pas. Sinon, bah, vous pouvez rester. Ce qu'on raconte, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Moi, en tout cas, on fait que dire ce qu'on pense, on se pose des questions, et puis, comme je dis souvent, bah, c'est ceux qui sont au pouvoir qui fabriquent les faiseurs de questions, les complotistes ou les donneurs, les sonneurs d'alerte, enfin, comment les sonneurs d'alerte, là, les donneurs d'alerte, enfin, ouais, les lanceurs d'alerte, voilà, je cherchais. Donc, en tout cas, je dis que, bon, moi, je regarde pas de youtubeur, je regarde pas le Larcelino qu'on appelle, enfin, le Larcelino, Larcelino, enfin, la force, je sais plus son vrai nom. Donc, moi, je l'écoute pas, j'écoute aucun politicien. Donc, de tout, si, je les écoute pour me faire des idées, mais je suis aucun politicien de quel parti, parce que, pour moi, ils sont tous pourris d'office. Donc, voilà, vous êtes pas obligé de nous écouter, vous êtes pas obligé de nous croire. D'ailleurs, je vais regarder le temps pour être sûr de pas durer 3 heures, parce qu'on va se répéter. Donc, du coup, on se répète souvent. Donc, voilà, allez, hop, petite musique. Il n'y a pas assez de son, donc tant pis. Voilà, tant pis. Allez, donc, de quoi on va parler, hein. Voilà, le problème, c'est qu'il faut commencer par quelque chose. Donc, on va commencer par, allez, on va se dire que c'est bientôt, hein, c'est bientôt les élections en Europe. Donc, voilà. En parlant d'élections en Europe, ce qui a rien à voir, c'est que j'ai entendu sous peu un mec qui causait à la radio. C'était un gardien de prison, quoi. C'était un mec qui travaille pour les prisons. Puis dire que les politiciens bah, s'attaqueront jamais aux privilèges des taulards parce qu'ils ont peur de foutre le feu aux poudres dans les prisons et de perdre le contrôle. C'est pour dire que nos politiciens ont vraiment pas de puissance puisque bon, tomber sur des chantages à chaque fois. Oh, voilà, alors les flics leur disent oh bah si vous ne donnez pas de pognon de primes pour les Jeux Olympiques, et ben on vous surveille, on vous protège pas. Hop, ils donnent du pognon. Si bon bien sûr, curieusement quand c'est des gilets jaunes, souvent ils les arrêtent. Mais bon voilà, ce que j'aime bien c'est comment ils tombent. Comment ils ont peur, comment ils tombent sous les... Ou alors ils le font exprès sans doute. Je sais pas s'ils perdraient le contrôle, ou en tout cas ils arriveraient à garder le contrôle. Parce que bon, quand tu vois que dans les cités, la dernière fois, c'était le bordel et puis ils ont pas fait grand-chose, je trouve qu'ils sont faibles quand même. Je sais pas moi. Voilà, Bah, le problème c'est que perdre le contrôle. Et du non, coup, regarde même pas mes c'est ça. transhumants comme ça. Donc voilà. Le problème, c'est que, bon, quand on sait qu'ils veulent la destruction de la France, Ça, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que le c'est contrôle... qu'ils font exprès. Parce que bon... Je dis pas, ils pourraient galérer, ça c'est une chose. Mais Parce que je pense pas qu'ils seraient à ce point à perdre à foutre le feu aux prisons parce qu'ils auraient plus de privilèges. C'est bon, ils vont tu vas pas me dire que c'est aujourd'hui les prisons elles se ferment électroniquement quoi. Et il suffit de pas les ouvrir. Et puis voilà, enfin je pense. oui, mais le droit de l'homme, Tu m'étonnes. s'il devait y avoir, ils foutront le bordel dans une prison. Mais le problème, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils pourront pas les retenir parce qu'en fait. Il y a que dans ce pays-là, en fait, qu'on a du mal à retenir des pauvres trous du cul dans une prison. Ce qui me fait marrer, c'est que dans beaucoup de pays, et je vais pas dire des pays comme la Russie ou la Chine, des trucs de ce style, eux c'est normal parce que
des prisonniers restent des prisonniers. Si des prisonniers veulent foutre le bordel dans la prison, ils vont se prendre un coup de crosse derrière la tête ça va broncher. Voilà, j'aime bien comment que le gouvernement succombe au chantage, quoi. Soi-disant, ils ont peur. Bon. Par contre, l'Amérique qui pourtant parle de droits de l'homme, bon bah dans les prisons, bah d'accord, ok, c'est tout aussi le bordel dans leurs prisons, mais bon, s'il devrait vraiment y avoir des grosses émeutes et tout ce qui s'ensuit au point que ça en devient dangereux pour la société, t'inquiète pas qu'ils vont faire débarquer le SWAT ou je sais pas quelle connerie là, puis ils vont tout dégommer à l'intérieur, ça ira vite. Bon, oui, c'est bon. Je pense que ce contrôle. Non mais ils le font, en fait ils le font exprès parce que ça reste un dépérissement. Plus la France va s'ensauvager, moins elle va être, comment dire ça, moins elle va avoir d'intelligence, moins il y aura de personnes qui pourront créer des choses, moins elle pourra être enrichissante, et plus le PIB va baisser, et plus elle va régresser, et plus, voilà, c'est une manière de pouvoir facilement dominer, c'est une manière de pouvoir facilement détruire économiquement un pays, c'est une manière de détruire Bon, culturellement en tout un cas, pays. si les tollards doivent foutre le bordel en France, qu'ils le font, peut-être que ça calmera les politiciens au pouvoir, c'est tout. Bon, en tout cas, j'ai écouté les privilèges des tollards, et puis moi, je me dis, bah, que c'est un bon métier, hein, c'est un métier d'avenir d'être tolard, hein. Quand tu écoutes leurs privilèges, bah, ils ont des permissions pour sortir, ils ont le droit de faire des sorties au musée, au cinéma, je me pose des questions, moi, franchement. J'ai vu des personnes qui travaillaient, enfin, qui tentaient de travailler durement parce que, voilà, on leur donne pas de boulot, qui galéraient beaucoup plus dans leur vie pour s'en sortir qu'un mec en prison. D'accord, peut-être qu'il est enfermé sur 20 mètres carrés, peut-être, mais bon, quand Ouais, mais la j'écoute tout ça... prison, c'est la prison. Ouais, et moi, La pour moi, prison, de c'est toute pas un manière, parc comme j'ai dit, c'est une d'attraction. punition, hein. C'est une punition, logiquement, il devrait Alors, être je puni. suis d'accord. Allez, on va dire, si on devait vraiment être d'accord et pas faire le mec qui est gris, On est tout euh, de côté gris. voilà, le mec gris. Si on devait être bon, je veux bien que les prisonniers poussent un coup de gueule pour comment dire ça, l'insalubrité des bâtiments, hein, des cellules et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça allait, ça pourrait être normal parce que faut bien qu'il y ait des cellules à peu près correctes. On demande pas un palace, mais même les pièces peuvent rester les mêmes pièces, mais au moins que y ait pas de bestioles, y ait pas de machin. Ça, je suis d'accord. Ok. Bon, par contre, le reste, faut pas abuser. C'est quoi? Ils veulent aussi qu'on leur serve des super bons repas. Bientôt, ils vont avoir des repas. Ah, justement, ils ont le droit de choisir les repas. Oui, parce que bon, dans les De toute privilèges... façon, dès que t'as de l'argent, tu peux te payer n'importe quel Donc, repas. Tu te vas bon, apporter ta bah... nourriture. Bon, bien sûr, faut avoir de l'argent. Il y a quelques années, quand je rencontrais des personnes qui avaient été en prison, ils disaient oh, c'est cool la prison, on est tranquille. Bah aujourd'hui, je commence à j'ai du mal à les croire à l'époque. Bah aujourd'hui, quand j'écoute les privilèges qu'ils ont le droit, bah je me dis que voilà, c'est tranquille. Hein. Si c'est ça. Il y a peut-être des inconvénients. Je vais pas. Alors les faibles peut-être s'en prennent plein la Voilà. gueule, mais Les bon. souffres-douleurs sont peut-être mal lotis dans une prison. En tout cas, en France ou en Europe, parce que bon, je connais pas toutes les prisons. Moi, en tout cas, quand j'entends parler des prisons françaises, mais je me dis que les prisons arabes ou les prisons asiatiques ont l'air beaucoup, mais beaucoup, ouais, même en Amérique latine d'ailleurs, où Monsieur le Chapeau est. N'importe quelle prison. Hein. Alors Mais certes, bon, c'est vrai qu'il y a de la délinquance et tout ce qui s'ensuit, mais les soldats, tu leur manqueras jamais, oh, tu leur manqueras jamais de respect comme ils le font là. Alors je veux bien dans d'autres prisons, alors pas dans tous, mais il y a dans certaines prisons, ils arrivent aussi, bon on voit hein, en Amérique, ils arrivent aussi à avoir leur réseau de drogue, ils arrivent aussi à avoir à faire leur petite mafia. En Amérique du Sud, c'est beaucoup plus dur, mais ils arrivent quand même à avoir des trucs, il y a la corruption, il y a tout ce qui s'ensuit. Et ça se fait, mais ça reste que quand même, c'est beaucoup plus dur. Hein. Tu fais pas n'importe quoi. Bon, tu vas dans une prison russe, parce que l'Occident n'arrête pas de chiner. Allez, pauvre non, petit prisonnier. d'après ce que j'ai compris, il y a que ceux qui sont contre Poutine qui galèrent à la prison. Qu'on écoute les médias français, hein. Qu'on écoute les médias français, il y a que les personnes contre Poutine qui débutent dans les prisons. Donc bon, bah du coup, Mais voilà. les autres criminels sont peinards. C'est comme chez nous en fait. Hein. Il y a que nos prisonniers. Mais moi, ce que je vois, on c'est entend en pas parler France, c'est ceux qui sont contre la démocratie, entre guillemets, qui galèrent en prison. Quand on voit des personnes, on les fait chanter parce qu'ils manifestent dans les mouvements de gilets jaunes. Tu m'étonnes. Bon, voilà, bon, ouais, Parce que bon, on peut parler d'un pauvlotte, mais bon, alors d'accord, c'est peut-être pas en France, en Angleterre, mais bon, un Julian Assange, bon, je suis désolé, hein, il est pas bien traité hein, dans sa prison, hein, et il y a personne qui s'en offusque. Bah, on l'a presque oublié aujourd'hui. Pour le peu qu'on en parle, Eh, malheureusement.
Mais bon, si les prisonniers foutent le bordel, on sort les kalachnikovs, hein, Oh, viens voir la poule. on va demander au papa russe de quelques kalachnikovs, on leur tire dessus. Ça va vite les calmer, hein. Ils sont dans une prison. Ta gueule. Aucun scrupule. Les mecs, ils sont en prison, ils sont en prison. Hein? Alors, à part si c'est des petites prisons parce que le mec, il a volé 3 paquets de chewing-gum dans un... Bon, si le mec, il fait un peu de prison parce que, bon, il a détourné ses impôts, il les a pas payés, bon, encore ça va. Par contre, tous ceux qui sont en prison pour de la violence, du harcèlement, du viol, du meurtre, des conneries qui privent la liberté d'autres personnes, parce que je vois pas pourquoi les autres personnes devraient être privées de liberté. Et eux, hein, quand ils étaient à l'extérieur, ils s'en marraient bien et puis ils jouissaient là-dessus. Et je vois pas pourquoi dès qu'ils sont en prison, bah eux, faudrait qu'ils aient des libertés. Ils ont privé des personnes de liberté, donc bah eux aussi, il faut les priver de liberté. Faut leur montrer ça fait quoi de se faire priver de liberté. Donc voilà, après qu'ils chouinent pas. Ouais, bon. En tout cas, bon, bah, moi, ce que je pense, c'est que les prisons sont... Et puis, bon, je me dis que voilà, comment que les gouvernements se laissent faire par des chantages dès qu'on leur dit... oh, bah tiens, aux Jeux Olympiques, nous, la SNCF, on va pas mettre de train si vous nous donnez pas plus de pognon, hein. Bah, ils ont raison, tu me diras, mais bon... voilà, comment je me dis que devant un gouvernement qui subit autant de chantage, qui se laisse faire par autant de chantage, bon... Et je me dis que c'est pas étonnant qu'ils galèrent devant les taulards. Bon, allez, on va en venir parce que bon, on va pas rester 2 heures sur les mêmes sujets, parce que voilà, sur les élections européennes. Donc bon, bah voilà, nous avons eu il y a peu de jours, un jour ou deux, les débats. Donc en première partie, le haut du filet, les grattins du gratin, les plus balèzes, les plus balèzes en prime time. On va parler en français en première partie de soirée. Ah, les grands Et puis candidats, comme ils sont en appelés. seconde partie, bah les ridicules. Bon bah Voilà, les petits candidats. je vais pas citer les noms des ridicules, parce que je les connais pas tous, mais bon, le préféré de Takakura, c'est-à-dire Larsolino. Oh, bah, il y a Solino. Et en première partie, Il y a Filippo, il y a Nathalie Arthaud, il y a... et ce qui est marrant, c'est qu'en première partie, bah, les journaleux l'ont dit pour une fois, c'est qu'il y a que des partis de droite. C'est ça qui est marrant, c'est que là, vous allez voter que pour de la droite. Alors, de l'ultra gros droite, si on veut, jusqu'à Macron encore et toujours. Si, derrière l'ultra-gauche. Il doit y avoir... Oh, mais bon, ils sont tellement insignifiants, c'est des pour ça soucis que... comme Mélenchon. Ouais, ben c'est pour ça qu'ils ont dit quasiment que de la droite, parce que bon, ils savent très bien qu'ils vont pas gagner. Oh, moi, je pense qu'ils vont faire un bon score. Oh non, mais moi je sais très bien que ça maintenant, ce que je savais Ah, ils vont pas, pas gagner, mais ils vont faire un bon score. ce que je savais pas, c'est que pour les présidentielles, on va s'y préparer, c'est que bon, on aura l'option de Macron qui va arriver, le Attal, pour les européennes. Oui, ben là, ils sont en train de faire... Ils vont faire la pub, là, avec le débarquement, là. Macron va en profiter pour faire la pub de son parti. Bah oui, bah là pour l'instant les européennes, pour les Pour les européennes, pour les européennes. je sais pas trop si ce qui c'est qui va gagner, mais je pense que Bah, je on va pense que ça avoir... va être républicain malgré que Macron est détesté, mais il reste numéro 1. On va avoir la triche, donc ça se sépare entre Marine Le Pen. Mais bon, voilà. Ça va se séparer entre... il y aura la triche, donc le parti de l'autre tricheur, Macron, là. Et Mélenchon, je pense que en termes de score, je parle en termes de score, Parce que quand tu écoutes sera troisième. leur sondage, quoi qu'il en soit, il descend, donc je sais pas. Mais bon, de En toute termes manière, de score, je pense que Mélenchon, il pourrait être troisième, voire quatrième. Je suis sûr qu'il aura plus de 10% en tout cas. bon, bah, on n'a pas entendu les autres, hein. Donc on sait pas trop de quoi ils vont parler, mais Ouais, bon. mais ils sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de monde qui le suivent que sur les réseaux Non, sociaux, mais ça se voit, il y a beaucoup plus lui, il a de fait monde. partie du prime time. Enfin, en tout cas, son soldat fait partie du Ah oui, prime time. oui, non mais je veux dire, là on nous les efface. Bon, on sait très bien qu'après c'est des opposants Mais contrôlés. bon, en tout cas, pour Comme Le l'instant, Pen, quoi. quand tu écoutes les médias, ils parlent seulement que de Macron, de la Le Pen qu'il faut faire blocage et peut-être de la République. Enfin, Oui, des Républicains, voilà, c'est tout. voilà. Par contre, les Républicains, on les annonce en dessous de 10% Mais bon, c'est un peu... dans les vrais sondages. Là, pour l'instant, je sais pas trop, parce que les FN, ils vont faire en sorte, mais je pense que le parti de Macron va gagner, même s'ils disent Oui, que parce que bon, elle a été défendue quand même, parce que bon, le Attal ou je sais plus quel ministre a débarqué en plein débat pour venir la défendre. Bon, ouais, sa petite... en tout cas, on parle de démocratie. Bon, bah moi, je trouve que la démocratie aurait été de mettre tous les candidats autour d'une table et pas faire une table spéciale pour les uns et spéciale pour ceux qui gênent. Bah en fait, ce que j'aime, c'est que les plus petits candidats, alors, parmi les plus petits candidats,
c'est sûr qu'après, je comprends pourquoi on les montre pas Mais bon, obligatoirement, moi, parce que c'est des rattachements. si on devait faire parler quelqu'un, on devrait faire parler quelqu'un qui s'y connaît, un abstentionniste qui s'y connaît en question. Il viendrait débattre avec eux, là, par contre, ça serait intéressant comme débat. Parce que Ouais, tu bon, m'étonnes, mais bon, là, pour moi, en sachant que malheureusement, les questions sont déjà prédéfinies, l'émission est non, déjà. mais ça, c'est facile. C'est bien le seul sujet qu'ils savent Il parler, c'est suffirait qu'il l'immigration. change. C'est Ouais, l'immigration. voilà, il suffirait que le mec, en fait, il change. Il change, enfin, ils disent quelque chose en direct qui est pas prévu. Et encore si l'émission est réellement en direct. Parce que si elle est faite et qu'il y a un Non, mais plan. bon, de toute manière, ils ont pas besoin de se fatiguer sur ça, puisqu'ils dirigent le troupeau. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que l'abstentionnisme, lui, reste haut. Et qu'il y aura un candidat abstentionniste qui va dire non, mais quand même, vous êtes tous pourris. Moi, et quelqu'un d'assez intelligent pour réussir à les calmer tous, que ça soit du plus puissant jusqu'au plus De toute façon, même ridicule. partir sans truc test complotiste et tout ce qui s'ensuit. Tu peux facilement dire, en tant que représentant de ceux qui votent pas, les personnes, faut se poser les bonnes questions. Je représente ceux qui ne votent pas. Pourquoi les personnes veulent pas aller voter? Ah oui, ça c'est sûr. Avez-vous cette impression que tous les partis se ressemblent? Avez-vous Parce les que gens, c'est l'impression que les gens ont? des mecs comme Asselineau ne passent jamais, mais n'empêche qu'on parle peu de l'abstentionnisme en France. C'est curieux, ce candidat-là est quasiment ignoré, on n'en parle presque jamais. En 10 ans de parcours de Macron, on a entendu parler aux élections, c'est normal. Mais bon, là, on en parle un tout petit peu, puisque bon, faut bien dire que quand même, l'abstentionnisme pour les Les européennes sont Français, très tu hauts. m'étonnes, les Français n'ont pas un sentiment de se faire avoir et de ne plus croire aux élections. C'est certain, croient-ils que Voilà, au lieu d'avoir un journaleux abruti par ses maîtres, bah, si on avait ouais, un abstentionniste les, qui les, leur est les parlé. Français n'ont pas un sentiment que les votes peuvent être truqués. Et même si vous Ça, je m'en confirmez que, fous un peu du trucage. Ce que j'aime pas, ouais, c'est mais qu'ils ne sont. il y a certains Français qui vont pas aller voter pour ça. Ouais, ben, sans doute. Mais moi, je vais pas voter parce que c'est tous des salauds. Mais C'est c'est tout. sûr. Mais bon, c'est bien quand même de poser la question. Moi, bon, je vois déjà la réponse. Ah oui, voilà, c'est parce que bon, on Machin. va toujours. Mais voilà. Mais moi, je dirais, si je représentais, Parce oui, que ils seront si on leur dit mais pourquoi on vote pas pour vous, ils seront bien obligés de répondre quelque chose parce que si ça paraît logique qu'ils vont si personne ne vote pour eux, c'est qu'il y a une raison. Et ça paraît logique. Et moi, la raison, c'est que on croit plus en aucun. Quand tu vois le parti de Macron qui est au pouvoir, qui sont tous soit qui volent de l'argent, ils ont tous des dossiers de vol de pognon ou d'histoires d'abus sexuels. ouais, Bon, mais bah. qui suivent tous le même programme Et les politique en fait. républicains, la plupart du temps, c'est aussi des corrompus du pognon. Quand tu vois que les députés américains, ils ont beau parler d'ingérence d'ingérence russe, parce que c'est pareil. Mais la plupart du temps, ouais, tu vois des députés qui tombent pour corruption, mais les derniers qui sont tombés pour corruption, c'était même pas de la Russie, c'était des Arabes qui les avaient achetés pour un tel et Ouais, un ouais. tel. Ou les États-Unis. Donc, et puis il y a aussi le lobby qui vient se ramener sa gueule dans les Ça, débats. parce que le lobby pharmaceutique, quand on était à l'époque du Covid, hein, qui est venu vendre ses vaccins en France et tout ce qui s'ensuit, qui a forcé des Un politiques. véreux, de toute manière, il Voilà, a été acheté. c'était bien américain, ça. C'était pas français. C'était pas russe. Alors, c'était peut-être pas entièrement américain, mais en tout cas, c'était occidentaux. Hein, AstraZeneca, Pfizer et compagnie, c'était quoi? C'était russe, peut-être. Alors ça, c'était pas la politique, mais en tout cas, les mecs, ils étaient bien là pour soutenir. Les écoutes des députés, les écoutes d'Angela Merkel, de Hollande, de compagnie, tout ce qui s'ensuit, c'est les Russes. Non. Et il y en a encore plein. Les dérives de Monsanto qui arrivent à faire piller les députés pour qu'ils votent en faveur qu'on puisse mettre ces putains de fertilisants et compagnie là dans les terres. C'est qui? C'est qui? C'est la Russie? Non? En tout cas, comme je dis souvent, je tiens pas plus avec la Russie qu'un autre, parce que pour moi, c'est tous des Non, mais pourris. mais bien sûr. Mais il y a des questions qu'on se pose et on n'a pas les réponses. Non, Voilà. mais le pire, c'est que tu vas attaquer l'Amérique parce que le problème, c'est qu'on dit, ouais, mais alors vous êtes anti-américain, machin. Ouais, mais c'est pas ça le problème, c'est que si eux en parlent pas, faut bien en parler. En fait, eux parlent déjà de comment dire ça, des attaques de En la tout Russie, cas, donc nous, on va pas en parler une deuxième fois, en fait. quand tu vois On sait déjà. les célébrations pour la Seconde Guerre mondiale, tu vois que tous les pays ont été invités, qui ont participé, mais pas la Russie. Donc moi, pour moi, Macron manque de respect pour les combattants russes.
C'est tout. Et puis il n'est pas question de... Alors, je vois déjà les mecs qui vont répondre ouais mais Poutine a dit ça sur les mains, Poutine en Ukraine, ouais. Quand tu fais ce genre de commémoration, il y a pas les guerres en fait qui arrivent en ce moment même ne doivent pas interférer sur ce qui s'est passé historiquement. Ouais, Il y a- c'est bien. De toute manière, là, on voit quoi? On voit le chien de l'Amérique, on voit l'Amérique et on voit le futur de Gaulle entre guillemets. C'est ça Tu m'étonnes. la vitrine de cette Euh, euh, commémoration. normalement, si t'es un bon président et si tu vois les choses justes, normalement, ce que tu devrais faire, tu devrais savoir séparer comment dire ça, les actions du président, alors ou en tout cas les actions de Poutine dans le présent, et séparer le représentant des Russes, parce que Poutine, quand il va venir à la cérémonie, il va représenter à ce Puis en plus, moment-là. ça aurait été marrant, ils auraient pu se mettre sur la gueule au moins s'il était venu. Zelensky et lui, ils auraient pu se mettre sur la gueule. Ouais, ça aurait été marrant, tu m'étonnes. Mais à ce moment-là, quand il va arriver, il va représenter les Russes de l'époque. Il va Ah oui, voilà. représenter les combattants de l'époque. Il va pas représenter, et même il va représenter les Russes d'aujourd'hui. Et puis Mais moi, les Russes d'aujourd'hui sont pas les choix de Poutine obligatoirement. moi, ce que j'aime bien, c'est que Macron, il représente plus l'Amérique que la France, hein. Voilà, puis nous on a un trou du cul, voilà, lui il représente même pas la France, il est là en train de gauzer, qui représente même pas la France. De Gaulle aurait dit à Poutine, tu viens. Et Parce que même bon. s'il aurait été en guerre avec lui, il lui aurait dit, tu viens. C'est bien beau quand on entend les médias de dire que Poutine, bah, il est balèze quand même. S'il arrive à aliéner tout son peuple un peu pour le vénérer, bah, il est quand même balèze. Bah oui, mais Poutine, mais en fait, il fait rien de plus. Mais oui, qu'il y ait de la propagande. Il est aussi salopard que les autres, c'est tout. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais heureusement qu'il fait sa propagande, mais nous on fait la nôtre. Enfin, nous. Oui, Il fait plutôt celle de l'Amérique, quoi. dirigeants, je veux Ouais, il dire. fait plutôt celle de Oui, l'Amérique. voilà, mais nous en Occident, les chefs occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de la propagande peut-être? Ah, regardez-le, c'est le mauvais côté, regardez-le, c'est les méchants, oh, nos valeurs à nous sont les meilleures, ah, les valeurs à nous, et le reste du monde, on l'emmerde, alors que l'Occident n'est que de plus en plus une plus petite partie du monde. À une époque, l'Occident représentait une énorme superficie sur la planète, enfin, les valeurs occidentales. Aujourd'hui, maintenant, bah, ça représente aujourd'hui, un morceau beaucoup plus petit. Aujourd'hui, t'écoutes, on parle plus à Poutine, alors du coup, Poutine est coupé de tout le monde. Ah non, Poutine n'est pas coupé de tout le monde en fait. Est-ce que il reste beaucoup de monde en fait? En fait, les gens se rendent pas compte que le reste du monde ne représente pas que l'Amérique et ses sous-fifres. Mais bon, je me dis qu'on en est là, quoi. C'est que c'est soit t'es américain, soit t'es russe. Tu peux pas être entre les deux. Et puis si t'es contre l'Amérique, t'es un méchant. Et puis si t'es contre, quand je dis l'Amérique, à chaque fois, bon. Mais si t'es, Bah, si, c'est les maîtres, alors autant dire les bons termes. mais si si t'as des idées tu peux pas choisir un camp, tu peux pas te dire oh, bah non, je vais appartenir à personne. Bah voilà, non, en fait, tu peux pas. Si tu fais une critique contre l'Amérique, ça veut dire que t'es obligatoirement un pro-Poutine, alors que tu peux être anti-Poutine aussi. Moi, là, c'est parce que les médias le crachent déjà sur Poutine. J'ai pas besoin de cracher sur Poutine, ils le font déjà. Oh, putain. Bah, non, tu racontes. Donc, bah, je fais le contraire. Parce que c'est vrai, dans les deux cas, de toute manière, Poutine, comme on l'a dit, c'est un salopard. Et les États-Unis s'en sont aussi. Et les sous-fifres qui travaillent pour lui. Non, mais si on avait des vraies personnes au pouvoir, des vrais qui penseraient au peuple, il y aurait peut-être moins de guerre. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Parce que j'espère que ça vous a plu, parce que bon, voilà. Donc, bon, n'oubliez pas de mettre des pouces levés, pas de dos du milieu. La poule essaie de jouer du piano. Donc, pas de dos du milieu et pas de pouces vers le boss qui vont pas aimer. Tout lire va pas aimer. Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau chapitre de la peau sur les os, que je sais plus combien de numéros, je crois que ce sera la 5e partie. Donc, faites attention dans votre vote. Réfléchissez, votez pas pour ces pourris, vous dites-vous, il y en a aucun intéressant, j'essaie de me grouiller parce que j'ai pas que l'ordinateur s'éteigne, et du coup, donc, vous réfléchissez, quoi. Et puis après, profitez de l'été, puis bon, on va se dire, quand ce sera les présidentielles, on va voir qui c'est qui va gagner, en tout cas, je vois bien
Ah, je vois bien. Maintenant le Attal, puisque bon, je sais pas en fait. Même si Macron est détesté, bon Ah, ils voilà. vont essayer de le mettre sur le devant de la piste. Voilà, voilà, tu m'étonnes. Ramenez-moi des billets. Voilà. Ouais. Donc mettez des commentaires si ça vous intéresse. Un jour de répondre. Bon, en tout cas, nous, en tout cas, nous, on fait ça pour rester laisser une trace dans l'histoire. Peut-être qu'un jour, des petits extraterrestres ouvriront une page YouTube et se diront, Allez, bien la poule. tiens, regarde, c'est quoi de cet être tout pourri qui arrête pas de parler, de couper tout le monde? Voilà. Donc, allez, à la prochaine et puis surtout, ne défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Ouais, ouais.